M. Rui Mathias. Mme Cartalade, Jacqueline. Présente. Mme Cugnot-Ponsard, Mireille. Présente. M. Desgars-Régis est absent. On a un pouvoir. M. Florent Michel, absent. Donne pouvoir à Pascal Vaille. M. Hertz Ludovic. Présent. M. Julier Bernard. Présent. Mme Koch Francine. Présente. M. Lardière Christian. Mme Leclerc Véronique. Présent. M. Massel François Xavier. Présent. M. Mathias Rui. Présent. M. Michaud Daniel. Mme Morand Louise. Absente. Elle a donné un pouvoir à Simone Onillon. C'est bien ça? Madame Onillon Simone. Présente. Madame Ozel Florence. Monsieur Pécastin Luc. Présent. Monsieur Pelletan François présent. Madame Pichot Anne. Présente. Madame Pires Sandrine. Présente. Madame Ravel Stéphanie. Présente. Madame Roger Evelyne. Présente. Madame Senia Martine absente. Ah bon, je sais pas si elle a dit ça. Monsieur Such Serge. Madame Suffiso Claudine. Présente. Madame Thio Isabelle. Présente. Et Monsieur Vaille Pascal. Très bien. Ouvrons la séance, nous désignons un secrétaire de séance. J'ai la candidature de Madame Cartalade. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non, donc Madame Cartalade désignée par acclamation. Merci en tout cas Jacqueline, hein, qui est toujours fidèle à ce poste-là, qui le fait dans le bénévolat le plus strict. Alors, l'ordre du jour de cette séance prévoit 6 points. On aura ensuite des questions diverses. Dans les questions diverses, on a la liste Oxygène qui a proposé une question diverse, s'appelle « Nous vous signalons que la chaussée de la rue Saint-Vincent, refaite à neuf en 2018, est toujours couverte de gravillons qui ne sont pas intégrés au revêtement et qui sont propulsés à grande vitesse sur les piétons ou les voitures en stationnement par les véhicules qui empruntent la rue. Par ailleurs, ce revêtement quasi neuf est déjà fissuré, troué en plusieurs endroits. Quelle est la démarche à suivre pour obtenir que cette chaussée soit remise dans l'état qui aurait dû être le sien dès le départ à la fin des travaux en 2018? Deuxième question, espaces verts qui se trouvent. Alors, la question c'est celle-ci. Les espaces verts qui se trouvent dans le périmètre concédé à la Seine-Essonne Aménagement pour la construction des logements collectifs du centre-ville souffrent visiblement d'un déficit d'entretien. Qui est aujourd'hui responsable de l'entretien de ces espaces verts? J'ai ensuite une autre question alors, qui est proposée par un groupe qui s'appelle l'INAS Autrement. Bon, alors le groupe n'ayant pas été, enfin la délibération de la dernière fois ayant été avortée, je ne peux pas recevoir une question d'un groupe qui n'existe pas. En revanche, je peux la recevoir à titre individuel des conseillers qui composent le groupe. C'est M. Michaud, M. Hertz, M. Such, si vous n'en envoyez pas d'inconvénient. La question. Le mois dernier, nous avons alerté sur l'inquiétude des parents concernant les problèmes de sécurité à la crèche des petits bolides, en l'occurrence l'absence d'un escalier de secours, pourtant prévu au permis de construire. Un mois après, qu'en est-il? Très bien. Nous abordons la question des décisions municipales. Est-ce qu'il y en a eu? On n'a rien décidé ce mois-ci? Non. Alors, ça va alors, c'est pépère à la mairie, non? Je regarde les services là, mais ouais, voilà, c'est un sourire jaune. Hein. Voilà. Toujours pas de PV non plus. Ça, les PV, c'est en cours, hein, Madame Cartalade s'en occupe et. Le dernier, c'est. On va essayer de faire en sorte, ouais, vous savez comment c'est par vague. On va essayer de faire en sorte qu'avant les vacances, on puisse les avoir eus. Ça vous laissera de la lecture pendant vos congés annuels.
Je vous propose, si vous en êtes d'accord, que nous abordions dès maintenant. Alors, c'est une fois n'est pas coutume, et normalement, je ne suis pas sûr que ça soit prévu. Enfin bon, ceci dit, ça ne pose pas de difficulté. On les a tellement de fois acceptés pour d'autres, il n'y a pas de raison qu'on vous la refuse. Alors allez-y, Ludovic. En avril 2018 a été créé l'INAS Autrement. Près d'un an après cette création et à moins d'une année des prochaines élections municipales de mars 2020, il nous a semblé nécessaire de faire exister ce groupe indépendant et sans étiquette au sein du conseil municipal de l'INAS. Nécessaire d'une part parce que la création du groupe l'INAS Autrement au sein de ce conseil municipal est l'occasion pour nous d'apporter une clarification très attendue des Linois sur notre positionnement et d'autre part de réaffirmer les valeurs qui sont les nôtres. La première de ces valeurs, et nul ne peut le contester au sein de ce conseil municipal, concerne la défense de la démocratie. La démocratie par le droit de s'exprimer, le droit de questionner et parfois même le droit de s'opposer lorsque l'intérêt général nous semble mis à mal. C'est ce que nous faisons régulièrement et allons bien évidemment poursuivre durant les prochains mois. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Daniel Michaud a décidé de se retirer des différentes commissions dans lesquelles il siège, pour ainsi redonner à l'équipe de M. Lardière la possibilité d'y être représentée. Notre second objectif concerne l'action, car là est l'essentiel de la mission d'un élu de l'opposition. Agir, intervenir, faire naître le débat de façon constructive et dans l'intérêt des Linois, en respectant les valeurs de la République. Voici le défi que le groupe l'INAS Autrement s'est fixé avec détermination pour la fin de cette mandature. Enfin, notre troisième valeur, tout aussi importante, sera la transparence. La nôtre vis-à-vis des Linois, qui se questionnent sur nos choix, nos orientations, nos motivations, mais aussi celle de la commune. À la lumière des récents conseils municipaux, les débats sans fin sur des questions d'ordre personnel ne sont pas dignes de représentants d'une commune et n'ont pas leur place au sein d'un conseil municipal. Nous avons conscience que notre état d'esprit et surtout nos prises de position sans ambiguïté dérangent. Nous l'assumons parfaitement. Et peu importe les réactions suscitées à notre égard, nous poursuivrons dans cette voie, car il en va de l'intérêt des Linois. Nous continuerons d'informer les habitants sur ce qui se passe au conseil municipal, de les informer sur les décisions prises et de nos analyses. Nous avons à cœur de recréer une ambiance saine, propice au travail, à la réflexion et à l'action pour le bien des Linois. Nous souhaitons, à travers cette démarche honnête et sincère, redonner à la politique locale ses lettres de noblesse et replacer le sens du service public au cœur de nos préoccupations. Veuillez donc, chers membres du conseil municipal, prendre acte de la création du groupe l'INAS Autrement, groupe composé de M. Ernst Ludovic, qui en assurera la présidence, de M. Daniel Michaud, de M. Serge Soch et de Mme Thio Isabelle. Par ailleurs, Monsieur le maire, je souhaiterais également que vous accédiez à notre requête, à savoir, pour exister en tant que groupe, nous souhaiterions être placés les uns à côté des autres pour pouvoir échanger librement au cours des conseils. Et d'ailleurs, vous l'avez évoqué juste avant, vous avez retiré ce point de création de groupe qui était à l'ordre du jour du dernier conseil. Avez-vous l'intention de le remettre Les questions diverses commencent dès maintenant. Alors. C'est une question qui est la suite logique de ma déclaration. Alors, je souhaite sincèrement que l'existence de notre groupe soit acceptée au sein de ce conseil municipal. De toute façon, vous n'y aurez pas. C'est pas normal. Alors, écoutez, merci de votre déclaration. Elle va être annexée au procès verbal de la séance d'aujourd'hui. Je note, je ne vais pas commenter, les déclarations on en a à chaque fois et nos conseils finissent à des heures tardives et dépassent leur, je dirais pas réglementaire, mais leur prévu. Je note que M. Michaud entend se retirer des commissions auxquelles il participe lorsqu'il était dans le groupe de M. Lardière de l'opposition. En revanche, il faudra quand même que j'ai des missions. Ça peut pas être... Vous avez eu des courriers qui ont été déposés en mairie, qui ont été mis sur votre bureau, tamponnés à la date du jour de dépôt et avec une remise d'un récipicé par... sur mon bureau, je ne suis pas sûr, parce que sur mon bureau, je sais ce qu'il y a. En revanche, quand vous voulez dire sur mon bureau, c'est au secrétariat général peut-être, non? On a été, Madame Parcy n'étant pas présente au moment de notre dépôt, nous l'avons déposé directement. D'accord. Bon, c'est simplement qu'on formalise bien les choses. Par contre, M. Michaud, qui était dans le groupe de M. Lardière, a participé au titre de son appartenance avec ce groupe à un certain nombre de commissions. Il s'en dégage. Est-ce que c'est le cas également pour M. Hertz et M. Such, et puis alors j'ai compris aussi Mme Thio, qui sont aujourd'hui dans des commissions au titre de leur représentation pour le groupe de la majorité, puisque maintenant ils ne font plus partie de la majorité, mais du groupe l'INAS Autrement.
est-ce que vous trois aussi, vous démissionnez de vos désignations dans ces commissions? Libre à vous de réorganiser les groupes et les commissions. D'accord, c'est à moi de vous démissionner pour C'est quelque pas à vous sorte. de démissionner, mais Voilà. vous aviez parlé Donc, au moment de la ce que je création comprends bien, du c'est groupe. que- être fait les mois derniers. Monsieur Pelletan, je vous avez vais y déclaré, venir, je vais y venir. vous avez déclaré au moment de la création du groupe le mois dernier que vous alliez réorganiser les commissions. Nous avons créé nos groupes, réorganiser les commissions. Ok, bon, donc je note que pour ce qui vous concerne, vous n'êtes pas exactement, enfin vous ne suivez pas l'exemple de M. Michaud. Sur les groupes, moi je vais vous dire franchement, je suis face à une difficulté, d'accord? Bon, la difficulté, elle est laquelle? Elle est que nous avons eu, grosso modo, un mandat, enfin moi j'en ai eu 5 à l'INA, hein, voilà, qui n'a jamais été, enfin n'a jamais connu dans cette commune un mandat aussi chahuté que celui que nous avons eu depuis 2014. Voilà. Ça a été chahuté sous différentes formes, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que d'autres communes dans le département ou ailleurs vivent des instants aussi intenses et des déstabilisations aussi importantes. Il est certain que ça a provoqué un certain nombre de redistributions de cartes, il faut dire les choses très clairement. Voilà. Donc des membres qui étaient dans les groupes de l'opposition ont choisi de ne plus en faire partie, d'autres qui étaient dans la majorité, vous les avez cités tout à l'heure, ont fait un choix identique, et donc tout ça fait qu'aujourd'hui on se retrouve au conseil municipal de l'INA avec des groupes que j'appelle politiques parce que c'est la désignation administrative, des groupes qui sont la majorité, une opposition de 4 personnes et une opposition de 3 personnes, et qui sont des groupes qui sont figés parce qu'ils correspondent aux élections de 2014. Or, dans ces groupes, les uns et les autres n'en font finalement moralement pas partie. J'ai proposé la dernière fois que l'on puisse finalement rebattre les cartes, en quelque sorte, et dire qui fait partie de quoi, pour que ce soit clair au moins pour les habitants de la commune. Le problème qui se pose, et je veux dire, même si je peux être souvent attaqué par certains quand ils ont des réflexions qui tiennent la route, on ne peut que les entendre, c'est qu'effectivement, légalement, ce qu'ont voulu les électeurs en 2014, ce qu'ont voulu les Linois, c'est de donner des mandats à des équipes municipales pour que pendant 6 ans, ils administrent la commune en faisant partie d'un clan ou d'un camp ou d'un autre, je ne veux pas dire un clan, un camp ou un autre, et que si en cours de mandat, même à 1 an des renouvellements, on rebat les cartes et on dit non, ben non, ça ne se danse plus comme ça, c'est vrai que ça constitue un peu une atteinte, 1, à la démocratie, au choix des Linois, et 2, à ce que veut le Code, parce que le Code ne prévoit pas, sauf pour les communes de plus de 100 000 habitants, qu'on puisse avoir ce type de réorganisation. Moi, je veux bien qu'on fasse une réunion entre nous, qu'on en discute et qu'on essaye de trouver une issue. Mais c'est vrai qu'un groupe que vous constituez de 4 ou 5 personnes, là, c'est un groupe qui va inévitablement affaiblir les 2 oppositions qui ont été élues démocratiquement lors des élections de 2014. Non, on se plaint pas. Ça va surtout Non, si vous vous plaignez pas, Non, monsieur mais vous Lardert, commencez à parler des 2 oppositions. On peut vous mettre tout seul dans un groupe. Hein. Non, mais Vous parlez avez quand pour même vous. totalement- Ah, bah, vous voyez, je suis en pleine santé. Vous avez Moi, totalement je vais bien. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de. Si vous voulez mon bulletin de santé, tout est au vert. Alors, monsieur Michaud, vous levez la main. Juste pour dire qu'il y a une réglementation aujourd'hui en vigueur qui n'empêche absolument pas de faire ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire la création d'un groupe. On vous demande tout simplement d'appliquer ce qui est possible. Ce qu'on a fait est possible, donc je ne vois pas où est le problème, tout simplement. Appliquons la loi. Je vois le problème, monsieur Michaud, simplement que quand il va être question de désigner dans des commissions des membres, il faut que ces membres soient issus des groupes constitués au sein du conseil municipal. Vous voyez ce que je veux dire? Sur les comités. Ces membres soient issus des conseillers municipaux élus. Voilà. Il n'est pas précisé, plus précisément, telle liste, telle liste. Il faut que ce soit des conseillers municipaux élus. Or, nous sommes tous ici autour de la table des conseillers Oui, municipaux on est élus. d'accord. Non, mais donc il n'y a rien qui ne s'oppose, il n'y a rien qui s'oppose. Ça, c'est votre théorie. C'est pas notre théorie. Bon, c'est écoutez, la en tout réglementation. cas, moi je ne suis C'est pas vous contre. qui l'avez proposé le mois Eh ben, dernier. c'est moi qui l'ai C'est proposé et j'aimerais Et bien. vous vous êtes rendu compte que ça ne faisait pas forcément vos affaires, et du coup, maintenant, c'est un petit peu... Oui, c'est ça, c'est à la dernière minute, j'ai eu une illumination. Et ben non, malheureusement, c'est pas par comme ça. mail avant que ce soit l'ordre du jour du dernier conseil. Donc c'est que c'était quand même bien réfléchi au départ. Exactement. Bon, et ben alors, Voilà. faites votre Ah, travail. je ne veux jusqu'au pas bout. avoir meilleur avocat. On est tous libres et indépendants.
Et ils ont complètement raison. S'ils ont envie de faire leur groupe, eh ben, c'est qu'ils le fassent. Eh ben, moi, je veux bien. Je vois pas de Que raison. nous, Moi, on n'est ils pas n'ont bloqué pas, ça. ils n'ont pas été Affaibli, je élus. vous ai pas parlé, je parle pas de l'opposition affaiblie, parlez-vous. Non, mais moi, je parlez-vous. trouve pas ça normal qu'ils se mettent Mais ça, c'est ensemble votre maintenant, problème. sachant qu'ils n'ont pas été élus. Voilà, sur une liste à part. Voilà. Bon, écoutez, on ne va pas Mais ouvrir la l'analyse. polémique. J'ai noté votre intention de ne pas rentrer dans des considérations personnelles et de faire en sorte qu'il y ait une ambiance saine au sein de ce conseil municipal. Eh bien, écoutez, franchement, c'est une révélation un peu tardive, hein, mais tout arrive à point à qui c'est attendre. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on commence à travailler et que l'on puisse aborder, si vous en êtes d'accord, le premier point, ce qui est l'ordre du jour, qui concerne les finances et une taxe locale présentée par Monsieur Massel. Bonsoir à tous. Depuis 2009, il y a la taxe, à l'époque c'était la nouvelle taxe locale pour la publicité extérieure, la TLPE, qui a été créée pour décourager les trop grandes surfaces d'affichage publicitaire et mieux préserver la qualité du paysage. Depuis 2016, nous appliquons les tarifs maximaux et qui sont relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de la pénultième année, soit pour les tarifs applicables en 2020, un taux de croissance de 1,6. Donc le mécanisme, c'est en 2019, on avait le T, l'indice T qui était égal à 20,80 € le mètre carré. Là, on vous propose ce soir de l'augmenter de 0,30 centimes, soit de l'appliquer à un T à 21,10 € le mètre carré à partir du 1er janvier 2020. Et dans le tableau, vous avez toutes les dispositions des affichages non numériques inférieurs ou égaux à 50 mètres carrés. Et également tous les dispositifs publicitaires et préenseignes ainsi que les enseignes. À rappeler quand même que dans les enseignes qui sont inférieures ou égales à 7 mètres carrés, il y a une exonération de droits, sauf délibération contraire de la collectivité. Merci. Alors, avez-vous des questions à poser? Madame Cugnot, oui, on vous écoute. Oui, alors en fait, on a un petit peu discuté de cette affaire de taxes sur la publicité en commission, et donc de voir si elle était efficace ou pas, si elle était effectivement payée ou pas. Et en fait, on a appris qu'il y avait 90 à 95% de situations illégales et beaucoup de fraudeurs en 2015 par exemple. Et bon, cette taxe existe depuis 2009. Donc j'ai regardé, j'ai vu qu'en 2014, elle avait rapporté 60 kg. En 2018, elle en rapporte 61. Donc ma question, c'est, alors que la taxe n'a pas cessé d'augmenter année après année. Et donc, est-ce qu'en fait, je dois en conclure qu'il y a au moins autant de fraudeurs, sinon plus, puisque la taxe a augmenté? Alors qu'en fait, il y a eu des recensements. En fait, comment vous interprétez le fait que cette taxe n'a pas rapporté plus en 2018 qu'en 2014, alors qu'elle a augmenté, alors que des recensements ont été faits? Est-ce que vous avez une explication? Une première explication qui est ni plus ni moins que depuis qu'on applique la taxe, on a vu une diminution de la visuelle quand même sur une partie de la Nationale 20. J'en prends pour témoin une entreprise que l'on voit bien sur la N20 et qui a diminué des 2/3 sa publicité. Maintenant, l'histoire de fraude à laquelle on se heurte, c'est de la fraude sans être de la fraude. C'est que on fait un relevé tous les 3 ans à peu près, 2 ans, 2 et que en 3 ans, malheureusement, il se passe un certain nombre d'événements d'entreprises qui changent d'entité, et que ces entreprises, quand on les relance pour pouvoir adresser la taxation, ils nous répondent en disant désolé, ça ne nous appartient plus, ce n'est plus nous, ça a changé de nom. Donc il faut que l'on remandate les nouvelles entreprises avec bien sûr le bon intitulé et refaire le calcul des enseignes. Et le dernier recensement d'enseignes qu'on a eu date d'il y a
2000. Le tout dernier, Ah, le tout dernier. Il y a un mois, mais qui n'est pas encore, qui sera appliqué pour 2020. Maintenant, quant aux chiffres, c'est sûr que si on regarde ce que nous a rapporté en 2011, on était à 987 € d'encaissés. Le pic a été en 2016 à 83 010 € et en 2018, 61 192 €. Ça baisse. Alors, il y a moins d'entreprises qui font des dispositions de préenseigne et d'enseigne qui ont diminué. Maintenant, la chasse aux fraudeurs est ouverte pour essayer de récupérer cette taxe locale sur la publicité extérieure. Bon, on vous encourage. Merci. Enfin, d'un autre côté, vient dire Madame Gomila, c'est vrai qu'on a fait un recensement exhaustif cette année, que les autres années, on était plus sur un mode de détection, sans forcément qu'il y ait un travail de fait fois par fois. Pascal, tu veux ajouter quelque chose? Simplement, c'est que cette enquête, ce règlement de publicité, on l'a remis à jour dans les années 2012-2013, au moment de l'élaboration du PLU, où on s'est attaqué aussi aux grands enseignistes qu'on avait sur les bords nationales et puis sur les bords de la Francilienne, où déjà, on va dire que la grandeur des panneaux et puis leur situation a changé, puisque du 5 par 3, on est descendu sur une taille beaucoup plus restreinte. On a commencé à faire la chasse, donc c'est vrai que, comme concerne ce que disait François-Xavier tout à l'heure, c'est que sur la 20, vous avez un de panneaux qui étaient implantés dans les propriétés privées qui ont été retirés. Donc on a déjà on a lutté aussi contre la pollution entre guillemets visuelle qu'on avait sur les abords RN20 et sur les abords de la Pointilienne. Et je veux pour témoin que même la commune sur son terrain avait des panneaux qu'on a fait démonter dans la Fossum. D'accord. Très bien. Écoutez, voilà toutes les explications que l'exécutif peut apporter sur cette affaire. Pas d'autres questions? Pas d'autres remarques? On vote. Qui se prononce contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Je note un vote unanime. Ah, ça commence bien. Reliquat du FSIC. Alors, le FSIC, qui est le Fonds de soutien à l'investissement communal. La CPS, par délibération du 1er février 2017, a instauré le FSIC, le Fonds de soutien à l'investissement communal, pour la période de 2017 à 2022. Le montant affecté à l'INA en fonction du nombre de population était de 669 854 €. Par délibération du 13 novembre 2017, la commune de Lina et la CPS ont convenu d'affecter ce SFIC à la couverture du fonds de concours à charge de la ville pour les années 2018, 2019 et 2020 dans l'opération de voirie dite programme électoral qui s'achèvera en 2020. Ça représentait une somme de 147 362 € par an. Alors, vous noterez qu'il y a une petite inversion de chiffres. Il ne faut pas lire 442 806, mais 442 086. C'est ce que ça représentait sur les 3 ans. Donc, par rapport à ces 669 854 du départ, il nous reste un reliquat de 227 768 qui est à solliciter auprès de la CPS. Ce reliquat ne sera pas versé avant 2021 et sera en fonction de l'avancement de la réalisation de l'investissement. Pour mémoire, le FSIC ne peut pas excéder 50% de la dépense hors taxe d'un investissement projeté par la commune. La ville a lancé cette année des études préalables à la construction d'une deuxième phase à l'école Carcassonne, visant à créer des classes élémentaires venant compléter les classes maternelles qui ont ouvert en septembre dernier. Il est également apparu nécessaire de prévoir sur ce même site de Carcassonne la construction d'une cuisine centrale où pourraient être confectionnés 1500 repas jour, couvrant ainsi les besoins du groupe scolaire actuel des Sources, du futur groupe scolaire Carcassonne, plus éventuellement une 3e future école. Il est donc proposé d'affecter ce reliquat du FSIC au projet de deuxième phase école de Carcassonne et cuisine centrale. De demander l'affectation du reliquat du FSIC, soit 227 768 € au projet de deuxième phase école de Carcassonne et cuisine centrale,
d'autoriser M. le maire, son représentant, à signer la convention, et de dire que cette recette sera inscrite au budget d'exercice 2021 et suivant, en fonction de l'avancement de la réalisation du projet. Des questions? Madame Cugnot, on vous écoute. Donc, c'est un reliquat de subvention. Il est indiqué donc, que la première partie de cette subvention a été consacrée d'un commun accord entre la CPS et la commune au programme électoral de voirie qui était le vôtre. Et donc, il est dit que ce reliquat qui sera consacré à autre chose, ne sera pas versé avant 2021 et sera fonction de l'avancement de la réalisation de l'investissement. Est-ce qu'on doit comprendre que le versement de ce reliquat dépendra de l'état d'avancement du programme de voirie? Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Non, c'est pas ça qu'il faut comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire alors cette phrase? Ce reliquat ne sera pas versé avant 2021 et sera fonction de l'avancement de la réalisation de l'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Du futur projet. Du futur projet? Alors en fait, la question de la voirie qui doit être donc terminée, le programme électoral, il doit se terminer en 2020. Donc. Est-ce que ça sera le cas? Il n'y a pas de problème. Normalement, en 2020, le programme électoral de voirie sera bouclé. D'accord. Il nous faudra peut-être 1 an ou 2 de plus, mais ça, les livres, vous l'accordez. Et la subvention, elle a été versée déjà. Voilà. Donc elle ne dépend pas du fait que vous le réalisiez ou pas. Non, c'est conventionné, on avait délibéré à l'époque. D'accord. Une question? D'un autre côté, c'est quand même assez encadré. Il faut dire les choses très clairement. Par la CPS. La CPS veut savoir pour chaque euro où on va, ce qui est tout à fait légitime et normal. Mais si ça a déjà été versé, comme dit Madame Gomila, ça a déjà été versé. Oui, mais c'est compté, c'est comptabilisé, c'est-à-dire qu'en fait, en termes de, comment on pourrait dire, c'est-à-dire qu'en termes comptables, c'est pris en compte à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Monsieur Michaud? Oui, moi je reviens sur ce programme de voirie, en fait, celui qu'on avait voté en novembre 2017. En fait, ce à quoi vous faites allusion sur ce programme de voirie, on est toujours sur le même programme, en fait, le programme 2017-2020, les 5 ou 6 rues qui étaient concernées dans le centre-ville. C'est bien ça? Ouais, je crois qu'il y a la vôtre aussi, c'est ça que vous le savez. Ah non, il n'y a pas la mienne dedans, pas du tout, non. Ah non, là vous faites... Mais elle est prévue quand même. Non, mais attendez, non, la question est importante parce que, en fait, alors je reprends. Dans la délibération de novembre 2017, et je la lis parce que visiblement vous ne l'aviez pas en tête, il était mentionné la rue Jules Ferry, la rue Sainte-Méry, la rue Montvinel, la rue Saint-Vincent, la Lampe, Carcassonne, chemin de Tabord, chemin des Roches et chemin des Vignes. Et c'était tout à fait le sens de ma question. Vous me répondez, il y a la mienne. Est-ce que dans ce budget, il y a ça finance les gros programmes, tels que Guilherville, ou est-ce qu'on est bien toujours sur ce programme sur lequel vous vous êtes engagé en novembre 2017? Bon, on est bien Question toujours essentielle. sur ce programme, et M. Mathias peut nous en dire plus ou plus complètement. Non. Si vous voulez, hein. Non. Après, la rue Jules Ferry, elle est finie. La rue Saint-Méry, c'est dans le tuyau, Saint-Méry, on fait c'est les dans le voiries. tuyau, On fait les tuyaux, justement. On fait les tuyaux d'eau avant de faire la chaussée. Je pense que la gouttière, c'est la... La rue de la La rue des Montvinée, Vieilles Vignes, elle reste à faire. la rue effectivement, elle reste à Montvinée, faire. la rue des Vieilles Vignes, on en a Montviney, parlé la ça semaine va commencer dernière. aussi, ouais, tout est quasiment fini. Hein. Il y a la rue Montvinée ancienne, hein, qu'on soit bien d'accord. Oui, voilà. Toute la partie ancienne de la rue Montviney, tout ça, ça sera fait avant septembre même. Ça sera fini en septembre. Pas fini en septembre. L'enrobé sera fait, mais pas le marquage au sol. Mais ensuite, il reste effectivement la rue... Rue des Roches, chemin des Roches, par contre. Allée des Roches ou chemin des Roches? C'est l'allée des Roches, Roches. elle est privée, le chemin des Roches. Donc en Non, fait, vas-y, on en parce fait- que je désamorce. donc, contrairement à ce que vous disiez, la réponse est ce fonds de soutien ne finance pas les voiries des gros programmes. Nous sommes d'accord. Alors, là, la réponse, elle est là. Sur les gros programmes, vous avez les PUC qui sont signés, qui Non, mais je parle de la libération de ce jour, où on parle du fonds de soutien, et moi je ne parle pas de Guilherville ou d'autres choses, je dis simplement... Dans les autres programmes qui viennent se greffer en dehors du schéma qui avait été décidé sur le plan de voirie, cette subvention est attachée au schéma qui avait été décidé, donc oui, vous venez de rappeler.
Sur les grosses opérations où il y a des voies qui sont refaites, c'est la participation du promoteur qui fait que ces voies peuvent être remises en état. On les fait payer par les promoteurs. Donc, chemin de Guillerville, ce sera Kaufmann & Broad. Chemin de la Lampe, ce sera le programme quand il aura amorcé en partie. Chemin Avenue Boileau, c'est le programme Pierre-Val. Voilà. Donc là, on fait payer les promoteurs pour que les voiries qui desservent leur programme soient refaites à neuf. Comme ça profite à tous les habitants. La commune n'a pas besoin de le payer. Moi, j'ai une petite question pour la rue Montvinet. Alors, non seulement parce que j'y habite, c'est ce que vous allez me dire, mais j'ai surtout les questions de... On habite tous quelque voilà, part. on habite tous Bon. quelque part. Et Alina. Voilà, c'est et j'ai déjà les très questions d'habitants de cette rue, puisque les habitants n'ont pas été concertés quant à la question du sens interdit. Voilà. Et je voulais savoir maintenant quel est le projet pour cette rue particulièrement. Est-ce que il va s'agir simplement d'un revêtement au sol ou y a-t-il des aménagements prévus pour la circulation dans le sens où c'est vrai que les trottoirs ne sont pas larges, il n'y a pas de passage comme ça. Dans un premier lieu, le revêtement au sol va être complètement reconditionné, va être totalement restauré. Et ensuite, en septembre, je vais faire appel en fait aux riverains pour faire une réunion sur place et de manière à faire les aménagements en fonction des riverains. Pour pas avoir à y revenir pendant des mois. On va créer une réunion début septembre, quand le chantier de gouvernage sera fini. À partir de là, on pourra commencer à discuter et voir ce qu'il en est avec tous les riverains de la rue, jusqu'au petit rond-point plus haut là, et on verra en fait en fonction des entrées et des sorties de chacun, la décision de mettre ou pas des places de stationnement. L'idée c'est de stopper la vitesse et faire en sorte d'avoir des stationnements pour les personnes résidant dans cette. Ce qui est important, c'est aussi que les enfants puissent circuler sur les trottoirs, parce que c'est quand même ce qui est... C'est dangereux cette rue. Exactement. Et de ce fait, je vais en faire en sorte de mettre justement les stationnements sur la voirie. En sachant que la voirie est quand même pas très large, puisqu'elle fait à des endroits 4,20 m. 4,20 m, on ne peut pas stationner aujourd'hui un véhicule décemment et en même temps rouler avec un autre et circuler tout en conservant les trottoirs. Donc l'idée c'est vraiment d'espacer les stationnements de manière à justement conserver à la fois du stationnement, à la fois les trottoirs pour que les personnes puissent marcher sur ces trottoirs, parce que là c'est juste impossible, c'est inadmissible, et par la suite avoir une rue où la vitesse sera aussi le plus possible diminuée. Ouais. Il aurait peut-être été judicieux de réfléchir avant de goudronner, parce qu'on aurait pu imaginer des tas de choses différentes. Alors, élargir les trottoirs d'un seul côté, supprimer de l'autre, enfin. Vous voyez ce que je veux dire ? 4,20 m, on ne peut pas faire grand-chose en fait. D'accord. Le problème il est là. C'est qu'effectivement, à des endroits il est plus large, à des endroits il est beaucoup plus large, effectivement on peut, et on a déjà en fait quelques idées à ces endroits-là, mais je sais que juste après le presbytère, c'est juste quasiment impossible. Là on peut vraiment rien faire, donc il va falloir trouver des solutions. On a parlé de petites chicanes, de ralentir, pour pouvoir faire ralentir les véhicules, ôter les stationnements. On va déjà avoir des riverains qui commencent à grincer les dents parce que justement on est stationné à cet endroit-là, mais pour l'instant non. Tout ça c'est dans les tuyaux et ça partira et mi-septembre, j'espère, normalement mi-septembre, au retour de tout le monde, qu'on puisse faire une réunion sur place, tous ensemble, et qu'on puisse voir et que chacun nous donne sa propre idée. Et ce sera beaucoup plus simple. Merci. Deux précisions, je crois que ce ne sera pas la première réunion que tu organises sur ce sujet, puisque la rue Montvinet, il y a déjà eu des rencontres, des riverains. Oui, avec certains riverains, mais là c'était en fait là, la rencontre qu'il y a eu avec les riverains, globale, une concertation avec tous les riverains. Voilà, et qu'il y a aussi un autre... Parce que pour l'instant, on n'a pas eu... moi, j'ai jamais été d'accord, il n'y a pas eu de réunion publique parce qu'il n'y a pas eu de travaux. Mais il y a eu beaucoup de concertation avec certains... Mais je veux dire, si tu n'as pas une fois par semaine quelqu'un de la rue Montvinet qui demande à un entretien. Le deuxième point, c'est que il faut voir ce que c'est que cette rue. C'est pas la division Leclerc, elle est quand même assez étroite et on peut imaginer quand même que dans cette rue, il y a une cohabitation entre les piétons et les véhicules qui roulent au ralenti, qui puisse être imaginée. Rue Mathias a étudié récemment avec Madame Dana Doré, j'ai eu la réponse aujourd'hui, la question de l'opportunité des bordures de trottoir, là où elles sont, etc. Bon, la solution qui semble techniquement la plus recevable, c'est de laisser les bordures où elles sont. En plus, elles sont historiques
et de refaire le tapis, parce que sinon après ça change des questions hydrauliques sur l'écoulement des eaux, ou je ne sais quoi. Donc en fait ça a quand même été vu, même si effectivement ce qui va se faire, c'est qu'on va garder l'implantation actuelle. En revanche, ce qui est certain, mais vous l'avez dit et je ne vais pas le répéter, c'est qu'il y a des stationnements sur trottoir des véhicules aujourd'hui, et que ça, à la rigueur, c'est pas, il faudra trouver le moyen de faire autrement à partir de septembre prochain, quoi, parce que si en plus c'est moche, ça gêne les piétons, et donc voilà. Donc c'était les 2 points que je voulais rajouter sur cette question. Oui. Y a-t-il pas également un projet immobilier prévu rue Montvinet? Donc on peut se dire, est-ce que ça vaut le coup de refaire la chaussée maintenant, sachant que des engins de chantier vont dans quelques temps y passer et redéfoncer la chaussée? Alors, il y a un projet immobilier, d'ailleurs on ne sait pas trop à quel stade il est, parce que ça fait partie des projets sur lesquels on est en train d'étrangler tout le monde. Donc quand M. Vaille aura fini d'être l'historien survivant pour mener le projet, il y a un projet effectivement là sur les anciens terrains de Madame Lavenant, qui est d'ailleurs, je ne sais pas si l'opérateur va changer ou si ça reste le même. On ne sait même pas d'ailleurs parce qu'on ne connaît pas l'opérateur. En revanche, l'accès à ces terrains se fera vraisemblablement par le chemin de l'étang. Oui, de l'étang, chemin de l'étang, c'est ça. Et on verra ce qu'il en est. Bon, tout ça, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. En revanche, ce qu'on demande sur ce programme, c'est qu'il y ait des places de stationnement qui soient ouvertes. Parce que il est important que les véhicules de ce programme ne viennent pas stationner dans la rue qui déjà a des difficultés. Donc voilà ce qu'il en est. En revanche, le problème c'est qu'il y a toujours quelque chose qui justifierait qu'on reporte un chantier. On va toujours avoir quelqu'un qui va demander un permis pour construire une maison ou un truc, et puis alors finalement on ne fait jamais rien parce qu'il y a toujours quelque chose qui repousse. Bon là, ça a été planifié, ça a été voté, ça a été financé par la CPS. Donc voilà, on va le faire, et de toutes les façons les camions peuvent accéder par une autre voie que la rue Montvinet, parce que d'ailleurs je ne suis pas sûr qu'ils pourront vraiment circuler facilement là. Il n'y a pas de démolition. Non, mais tous les bétonnières, les machins comme ça, c'est ce qu'il veut dire, je pense. Voilà ce qu'on peut dire. Reporter, ça nous semble difficile, quoi, parce que sinon on ne fait plus rien. Pas d'autres questions, on passe au vote. Moi j'avais une question sur la cuisine centrale en fait. Alors, déjà, j'aimerais bien que vous me rafraîchissiez la mémoire. En fait, pour la cuisine là, qui se trouve, enfin, qui existe pour l'instant, elle est déjà, en quelque sorte, cuisine centrale, parce qu'elle produit les repas. C'est ça, des élèves de l'école, plus les repas De l'école de Carcassonne. D'accord. Et en alors, précisant, excuse-moi de vous couper, il y a bien 2 notions en matière de cuisine, ce qu'on appelle liaison chaude, liaison froide. Liaison chaude, c'est quand on fait la cuisine sur place. Ouais. Nous, on a choisi ce mode de restauration. D'accord. Mais en fait, c'est un cuisinier, mais en fait, on dépend quand même d'une société. Donc, c'est une société qui livre les denrées. Et qui produit et qui fait tous les plats, tout ce qui est chaud. Tout ce qui est chaud, c'est la société qui produit. Voilà. D'accord, ok. Voilà. Et vous ne croyez pas qu'en multipliant en fait les choses, vous pensez que la qualité des repas sera la même? Exactement la même. D'accord. Il n'y a aucune différence. C'est En fait, c'est l'objectif. En fait, le prestataire qui est là aujourd'hui, depuis maintenant 3 ou 4 ans, ou même peut-être un peu plus, c'est ce qu'on lui demande en fait. C'est une qualité, un produit et quelque chose d'optimum pour la ville de Lina. En fait, on contrôle quasiment toutes les semaines la qualité, la quantité, le goût, tout ça c'est contrôlé. Donc à la moindre erreur, enfin voilà, on pardonne rien, je ne pardonne rien et on ne pardonne rien. Donc c'est clair, donc la qualité ne peut pas être moindre quand elle sera là. Et en termes de coût, est-ce qu'on a réfléchi à ce que ça coûterait s'il y avait un cuisinier qui commandait, qui cuisinait sur place, qui épluchait les légumes et qui faisait à manger? On a réfléchi à ça ou pas? C'est exactement ce qu'on fait. Ah oui, parce que moi j'ai compris que la société produisait les repas. Non. Alors vas-y, explique. Non, pas du tout. À Lina, nous avons un chef. Ouais. Qui est le chef, en fait, qui est celui qui gère le personnel de la cantine du Noir. Et nous avons un deuxième chef, qui est le chef Restoval, qui est le chef Restoval, qui lui produit tous les jours, dans la cantine de Lina, 700 repas chauds. Toute la partie chaude du repas des enfants ou des adultes. Que la partie chaude, c'est son travail. Il commande les denrées, il achète, il commande les denrées, il reçoit les denrées, c'est sous sa responsabilité. Toutes les denrées qui rentrent au restaurant municipal sont sous sa responsabilité.
Que ce soit le frais, que ce soit les viandes, que ce soit les desserts, tout est sous sa responsabilité. Ensuite, nous transformons les entrées, c'est-à-dire c'est nous qui fabriquons les entrées, froides ou chaudes. Quand elles sont chaudes, c'est lui qui les prépare, bien sûr, mais quand elles sont froides, c'est nous qui les préparons. Il prépare les plats chauds et nous fabriquons les desserts, ou alors, c'est des desserts, ça peut être du yaourt, ça peut être des gâteaux, mais si c'est par exemple si c'est de la salade de fruits, elle est fabriquée sur place. Ok. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a vu au chapitre, enfin, je sais pas, sur le choix des, je sais pas, de l'achat des légumes, s'ils sont bio, pas bio, s'ils sont locaux ou pas locaux, même Bien si sûr. on passe par Restoval. Bien sûr. D'accord. C'est même dans le dernier... Oui. Dans le Le dernier dernier marché. appel d'offres, effectivement, c'était justement une Et condition 20% libérale. bio, c'était ça, oui, je crois. Exactement. Ça sera maintenu dans la... Et ça, ce sera maintenu, Exactement. même s'il Il n'y a aucun d'accord. changement. Il n'y a aucun changement. Aucun changement. Aucun. Ah, le but, c'est de Voire, rester sur une formule. Voire, à blanche, mon avis, ça va même... ça va même être mieux. même être mieux, parce que, ouais, non, il faut... non, ça, c'est... pour nous, là, c'est notre objectif. Ce qu'on veut surtout pas, en fait, c'est passer au stade industriel, Ah c'est-à-dire ouais, où c'est là, effectivement, Non, ça serait, c'est juste pas possible. réalisé ailleurs, livré ici, etc. Monsieur Ernst. Pour le coup, en ce moment, ça fonctionne bien, les livraisons de la Oui. cuisine ici vers Carcassonne. Là, si j'ai bien compris, la cuisine centrale serait à Carcassonne, Et donc celle-ci serait fermée. Alors, pas forcément fermée. Elle servirait peut-être tout simplement, Réchauffer. comme à Carcassonne, pour la production des entrées, des desserts, couper le pain, tout ça. Et en fait, on ne ferait venir de Carcassonne que les plats chauds, que la partie chaude près du repas. Par contre, en termes de livraison, ça serait beaucoup plus important. Là, actuellement, on livre combien de repas sur Carcassonne par jour 120 ou 130, au nombre d'élèves à peu près. 120. Dans l'autre sens, il y a combien d'enfants qui mangent ici? On a environ 600 repas, avec un petit peu moins de 600 repas, avec entre les élémentaires et les maternelles. Parce que du coup, les agents qui y mangent seraient concernés également. Leur repas serait confectionné. Exactement. Donc ça fait quand même un mode de livraison différent. Bien sûr. Tout sera adapté en fait. Tout sera adapté en fait au nombre d'élèves et d'adultes et à l'éloignement de la cuisine centrale rue Carcassonne. On aura exactement le même principe à l'inverse avec des denrées et une quantité beaucoup plus importante, légèrement beaucoup plus importante. Voilà. Et je voulais rajouter un truc mais tu m'as coupé, je me souviens plus. C'était non, je me souviens pas. On a lancé un marché, on a lancé une mission d'économistes et de programmistes il y a 15 jours, 2 semaines, une semaine à peu près, pour avoir quelqu'un qui nous assiste sur la définition du programme technique de la nouvelle cuisine au regard justement des contraintes, des volontés qui sont les nôtres d'avoir en quelque sorte un système de restauration qui fonctionne bien aujourd'hui, qui soit reconduit sous une autre forme, mais au moins reconduit dans sa qualité avec un même niveau. Vous voulez dire? Non, mais je me souviens plus, j'avais un... Bon, écoutez, ça lui reviendra peut-être. Très bien. Voilà pour la restauration, madame. Il y a des commissions. Hein, oui, voilà, c'est ça. C'était ça. En fait, nous avons des commissions qui maintenant sont un petit peu plus espacées, qui doivent être tous les 2 mois, avec les enfants présents, avec les parents d'élèves présents, les associations de parents d'élèves, les élus, avec le chef de la cuisine, de notre cuisine, le chef de chez Restoval, le directeur de chez Restoval. Tous les menus sont suivis par une nutritionniste, par peut-être 2. Et donc non, c'est vraiment hyper carré. Parce que là, après, je vous invite à venir visiter la cuisine, il n'y a aucun souci. C'est très bien. C'est couramment les parents viennent voir. Voilà, c'est ouvert, hein, c'est ouvert. Là, de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Les parents d'élèves viennent, c'est clair. Vous pourrez même goûter et tremper votre doigt dans la crème. Dessert. Allez, c'est bon? Pas d'autres questions? On peut voter? Qui se prononce contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Vote unanime. Rapport suivant, Monsieur Massel, à vous de jouer. Alors, il s'agit du paiement exceptionnel d'amende concernant des véhicules de la commune. La ville de Lina était destinataire de 3 avis de contravention pour non-dénonciation d'un conducteur suite à 3 infractions pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le conducteur. Donc, une contravention du 11 juillet 2017 pour une infraction qui avait eu lieu le 10 mars 2017.
Une contravention le 4 avril 2019 pour une infraction du 11 janvier 2019, ainsi que du 27 avril pour une infraction du 6 février. En outre, un quatrième avis de contravention a été reçu pour une infraction du 7 mai 2018 par le véhicule DV452 PC, et faute de pouvoir identifier le conducteur, la DGS a accepté d'être désignée, puis de contester et d'être reçue en audience le 28 janvier 2019 au tribunal de grande instance de Versailles. Aucune ordonnance de clôture du dossier n'a été reçue à ce jour. Pour le premier avis précité, la ville a décidé par courrier du 11 juillet 2018 de contester l'infraction. À ce jour, aucune suite n'a été donnée. Enfin, il est précisé que la ville de Lina va mettre en œuvre un système visant à pouvoir identifier le conducteur pour chaque infraction. Donc, pour résumer, la législation a changé depuis 2017. On recevait les PV, on payait les contraventions. Mais depuis 2017, maintenant, il y a obligation de désigner le conducteur concerné. Or, tout le problème que nous avons au niveau de la collectivité, c'est de savoir qui, à ce jour, conduisait le véhicule au moment de l'infraction. Merci de cette présentation. Qui a des questions? Madame Cugnot. Alors, première question, qui a payé les contraventions initiales? Donc, on a 4 contraventions. La première date du 10 mars 2017, c'est-à-dire la loi était passée, le 1er janvier 2017. Donc, les contraventions, il y en a eu 4. La première le 10 mars 2017, la deuxième le 7 mai 2018 et les deux autres depuis janvier 2019. Qui a payé les contraventions de départ? Alors, qui les a payés? On se regarde. Qui est payé? Ça, c'est une question simple. Non, c'est une question simple, ça. C'est une question facile. Alors, il y en a une, c'est madame qui l'a payé. Il y en a deux, c'est moi qui ai dû les payer, les 507. Là. Il y en a deux, c'est moi qui les ai payés. Et la dernière, elle a été payée par qui? Elle a été contestée, elle n'a pas été payée. Elle n'a pas été payée. D'accord. Et en fait, donc à la suite, donc il n'y a pas eu de dénonciation, enfin comment dire, les personnes qui étaient au volant, l'identité de ces personnes n'a pas été communiquée, contrairement à la loi. Du coup, il y a eu des contraventions de non-désignation du conducteur, et ces contraventions, qui sont très élevées, sont adressées à qui? À qui demande-t-on de payer ces contraventions? Qui doit payer ces contraventions? C'est indiqué sur l'avis de contravention. Au représentant légal de la collectivité. C'est-à-dire, c'est donc le maire qui doit payer ces contraventions sur ses deniers personnels. D'accord. Donc, ce que je fais remarquer, c'est que vous dites... Donc, ces contraventions... alors, première remarque, c'est que... donc, vous dites au début... Monsieur le maire informe que la ville a été destinataire de 3 avis de contravention pour non-dénonciation d'un conducteur suite à 3 infractions pour lesquelles il n'a pas été possible d'identifier le conducteur. Or, la première du 10 mars 2017, c'est le véhicule de fonction de Madame Gomila, qui d'ailleurs ne nie pas du tout, qui reconnaît tout à fait que la contravention, c'était elle qui l'a aidé et qui l'a d'ailleurs payé. Et qui a payé la contravention. D'accord, mais qui ne s'est pas dénoncé en tant que tel, d'accord, en tant que conducteur. Il y avait des points. Et donc, qui donc n'a pas eu de retrait de points, c'est le but du jeu. Ensuite, les deux suivantes, c'est la voiture de fonction de M. Pelletan, remisée en permanence devant chez Je vous arrête tout de suite, j'ai pas de voiture de fonction. Oui, alors c'est mal parti là. Alors le véhicule que vous utilisez en permanence, c'est que vous êtes le seul à utiliser. Le véhicule que j'utilise en permanence, c'est pas celui-là, c'est le mien, c'est une moto. C'est ça. En fait, ce véhicule. Non. Bon. Elle est garée devant chez vous 7 jours sur 7, je suis désolé. Si elle est devant chez moi, ça veut dire que je l'utilise pas. Alors, cette Peugeot que vous êtes le seul à utiliser, donc c'est elle qui a été flashée deux fois. Mais Madame Cugnot, je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas le seul à l'utiliser. Vous êtes en train d'essayer de alors, qui l'utilise à part vous? C'est une voiture qui est une voiture dite d'intervention, je ne sais plus comment on
appelée, c'est-à-dire qu'elle La sert Peugeot, là, que vous En utilisez. permanence. la Peugeot, je m'en sers effectivement lorsque, et d'ailleurs c'est tout à fait traçable, lorsqu'il y a une urgence sur la commune ou lorsqu'il y a des déplacements à l'extérieur de la commune et qu'il est nécessaire, parce que je suis l'élu d'astreinte à ce moment-là, de pouvoir revenir sur la commune dans de bonnes conditions. Mais 7 sur 7, vous êtes placement 7 sur 7, non, puisque la Si voiture... la voiture est devant chez vous, 7 sur 7. Oui, alors, si elle est devant chez moi, c'est que je l'utilise pas. On est bien d'accord. Ah bah non, le soir, non. Voilà. La journée, on Cherchez travaille pas, écoutez. Alors, attendez, Arrêtez, vous savez très bien que Arrêtez, c'est vous qui arrêtez. Ah, on le voit très Et bien. on commence à conscience en disant on va Mais arrêter c'est les là, dans ces considérations cas-là. personnelles. Laissez-la Et on ici, voit dans ces Madame cas-là. Pignot arriver avec sa subtilité il n'y a habituelle. pas de subtilité. C'est ballerine parce que vous connaissez Laissez-moi gros sablot. avancer. C'est parce que ça Allez, dure. allez-y, avancez. Oui, laissez-moi avancez. avancer. Parce que donc, vous nous avez répondu tout à l'heure que la première, c'était Madame Gomila qui l'avait payée. Je n'ai C'était pas une répondu, c'est Madame Gomila qui a accepté de dire oui. quand C'est vous Madame avez fait Gomila, les elle nous a dit en questions et les commission que réponses. c'était elle qui était au volant, point barre. Gomila, Voilà. c'est pas moi qui répète. Elle nous a aussi dit que c'était Monsieur le maire qui était à l'origine des deux autres infractions. Voilà. Alors, Madame Gomila, voilà. Alors après, elle a pu se tromper, hein, Madame Gomila. Donc, c'est quand même vous, Monsieur le maire, qui avez payé les deux autres. Alors, sans chercher qui était le conducteur, si c'était pas vous, on se demande bien pourquoi. Bon, je continue. Donc, quand vous dites 3 infractions pour lesquelles il n'a Vous pas êtes procureur de la République, là, Madame Non, Gomila je Non, continue. c'est intéressant, on a le droit de poser des Il n'a questions. pas On a été- le droit de poser des Quand questions. vous mais pas dites, de dire quand des vous dites pour conneries. lesquels il n'a pas C'est été pas des conneries. possible d'identifier le conducteur, je constate que Madame Gomila a reconnu elle-même qu'elle était au volant, que les deux autres, vous n'avez pas cherché, vous avez payé, Quoi, main, et que en fait quoi, c'est votre main. voiture permanente. Bon, Quoi, main? Ça veut dire quoi, main? alors Madame ensuite, Pignot, vous dites que j'avais conduit ces véhicules. Est-ce que vous avez de toute moyen, au façon, moins écoutez, les contraventions, elles doivent Parce que avoir vous une êtes- date et un lieu, on peut sans doute regarder où vous avez été flashé. Alors ensuite, donc... Donc, allez-y. Ensuite, Monsieur Pelletan, C'est quoi votre Monsieur logique? Pelletan, vous êtes là. C'est moi qui conduis aussi de gros camions de CTM, c'est Non, ça? non, ça, on va y venir. Bon. Ensuite, Oui. c'est vrai que Madame Gomila, ça date du 10 mars 2017, que la contravention pour non-déclaration de conducteur est arrivée le 11 juillet 2017. Donc, voilà, nous sommes en 2019 au moment des deux autres. Vous décidez de ne pas déclarer le conducteur. Vous pouvez difficilement dire que vous n'êtes pas au courant de la loi de janvier 2017. Ça fait déjà la 4e fois qu'il arrive une contravention de non-déclaration à la mairie. C'est la 4e fois, donc vous ne pouvez pas ne pas être Qui au vous courant. dit, Madame Pignot, qu'on a dit qu'on n'était pas au courant de cette... Laissez-moi continuer. Donc vous êtes au courant et vous décidez néanmoins de ne pas dénoncer le conducteur qui est vous en l'occurrence. Bon, la raison pour laquelle cette loi de 2017 est passée, c'est parce que justement les gens utilisaient ces voitures de fonction pour éviter le retrait des points. En janvier 2017, ils ont des... Laissez-moi continuer. En janvier 2017... Vous faites encore les noms des réponses. En Alors, janvier, c'est pas une question là, c'est pas une question. Madame Pignot est en train de vous raconter une histoire qui n'est En pas celle janvier qui s'est 2017, qui s'est déroulée à l'INA. En janvier C'est 2017, une commune, la les- Cugnot City, ou je sais pas où, mais c'est pas à l'INA. c'est pas En comme janvier ça. 2017, les légistes ont décidé que c'était déresponsabilisant, que c'était pas très bien pour la sécurité routière, et que donc il allait falloir que ceux qui utilisaient des véhicules d'entreprise ou des véhicules de collectivité locale se voient retirer leurs points, comme le Pékin lambda, qui lui se voit retirer ses points et qui n'avait pas de raison qu'il y ait de privilège. Bon, manifestement, vous ne voulez pas néanmoins qu'on vous retire vos points, donc il n'y a pas de déclaration de conducteur, et du coup, il y a d'énormes amendes. J'ai fait le calcul, ça va coûter, si nous votons cette délibération, ça coûtera de l'ordre de 6 300 € à la S'ils sont commune. aussi bons que les Je autres que termine. Vous avez déjà fait la C'est 6 300 € à la commune. Bah oui, parce c'est que ça, vous c'est n'avez encore pas n'importe voulu, quoi. Monsieur Pelletan, qu'on c'est vous pas donné, retire vos points. Bah, Qu'on vous retire vos points. Et donc, le seul moyen, une commune n'a jamais à payer les contraventions, ni de ses employés, ni de ses élus. Et donc, la commune ne peut pas payer. Le seul moyen qu'elle a pour que ce soit la commune, donc le contribuable qui paye vos contraventions pour que vous puissiez garder vos points, c'est qu'il y ait une délibération. Et encore, c'est pas sûr. Et c'est pour ça que nous avons cette délibération. Pourquoi faudrait-il une délibération sinon? Pourquoi? Parce qu'il y a une contravention. Si ça doit être la commune qui paye, pourquoi il y aurait une délibération? Non, c'est parce que justement, la commune, le trésorier ne peut pas payer. Pour que le trésorier puisse payer, il faut qu'il y ait une délibération et que le conseil municipal, exceptionnellement, accepte de payer les contraventions de ceux qui n'ont pas voulu se déclarer comme conducteurs. Donc, je trouve que c'est scandaleux que la commune paye 7 000 € parce que vous avez voulu garder vos points. Et que donc, en sus de ça, c'est vrai que ces contraventions augmentent dès que le délai augmente.
Au début, c'est 450 €, après, c'est 1875 €. Bah, comme par hasard, vous avez joué avec le feu. Donc, effectivement, on va se retrouver, tous les délais ont été dépassés, et donc, on va se retrouver avec la commune qui va payer 7 000 € à votre place. Bon, Eh bien non. alors, Madame Cugnot, vous avez fini votre délire. Bah, ça y est. Voilà. Vous Est-ce qu'il y a n'êtes pas d'autres obligé questions? d'être grossier, ça sert à rien. Bah écoutez, vous l'avez été suffisamment, Non, je suis pas grossière, moi. et je retiens que vous Vous avez vous trompez, je suis vos pas grossière. contraventions, Madame Cugnot, il va falloir que vous puissiez prouver qu'effectivement, c'est moi qui conduisais Oui, la mais voiture de je Madame pense que vous Gomillard, avez alors été c'était flashé. elle qui se désigne elle-même, les voitures d'astreinte et le camion du CTM. Alors, oui, monsieur Larrière, allez-y. Alors moi, des questions, c'est sur les contraventions, quand même, normalement, il y a marqué le lieu et l'heure. Donc normalement, vous devriez être sur une piste. Ça veut dire, si vous avez un calepin bien tenu en tant que maire, normalement, vous devez avoir tout marqué. Donc vous devriez savoir, là on ne sait pas le lieu et l'heure. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces contraventions? Le lieu et l'heure. On le sait, mais C'est qu'on a écrit. fait des recherches et que Oui, malheureusement, on n'a pas pu identifier la personne. Savoir déjà si c'est sur la commune, le département ou dans le 94 ou ailleurs déjà, ça nous mettrait sur une piste. Donc déjà, le lieu et l'heure. Après, si vous contestez, déjà vous allez payer, donc ça prouve quelque part que vous vous sentez un peu coupable. Et si vous ne vous sentez pas coupable, parce que moi je ne paierais pas pour vous par exemple, mais moi je demanderais la photo. Est-ce que vous avez demandé la photo? C'est pas obligatoirement des dépassements des problèmes de vitesse. Ça En tout peut cas, être c'est d'autres toujours fautes. flash, c'est un flash, hein. C'est un flash dans le radar, toujours. Hein. Ça peut être d'autres fautes. Oui, d'accord, mais il y a Un stationnement? Franchissement de ligne blanche, des choses comme ça. Bah alors, voilà. Et si vous voulez faire votre enquête, monsieur Larrière, vous Oh, arrivez. j'ai autre chose à faire. Bah, Vous savez très bien de toute façon qui Vous c'est. suivez les élus, vous prenez des photos de ce qu'ils font. Bah oui, Alors là, voilà, vous le maintenant, on le sait. Écoutez, vous les donnez. Bah oui, et on le sait, monsieur Larrière. Vous faites des C'est filatures, comme dans... et malgré tout, vous n'arrivez pas à C'est comme dans déterminer votre qui torchon. utilisait les véhicules de la mairie. Parce que dans votre torchon, vous dites que le Essayez lendemain, de Bah, trouver laissez-le pas si c'est un j'ai été à Genré toute la journée dès le lendemain. Bon, Vous alors essayez qui de veut, faire sur votre qui papier, veut répondre arrêtez. aux âneries des uns et des autres C'est là? un torche-balle, votre truc. Monsieur, oui, bon, bah, Bon, écoutez, bah, un exemple. restez poli. Un exemple concernant le véhicule utilitaire où comment dire, la DGS a accepté d'être désignée. La photo a été demandée. Malheureusement, sur la photo, on voit la plaque et le haut du capot, mais on ne voit pas le pare-brise ni le conducteur. Et les trois autres, on voit rien non plus? Oui, les trois là. autres, on voit pas le conducteur non plus. Ah, comme c'est dommage. Bah, Mais il est trop de chance, hein. Si ce sont des flashs, des Et flashs. donc, il y a quelqu'un qui utilise votre voiture, monsieur Pelleton et... Madame Cugnot, arrêtez de le dire, il y a quelqu'un qui utilise ma voiture, il y a peut-être une quinzaine de voitures à l'Amérique Lina. Ah non, mais celle-là, il n'y a que vous qui l'utilisez, tout le monde le Mais sait. non, Vous il y a pouvez pas toujours tout le monde continuer le à sait, nier, tout le monde le Madame sait. Vous vous êtes attribué un véhicule de fonction. On peut malheureusement Mais pas arrêtez. se battre Mais vous beaucoup rendez plus que compte ça. quand même que ce Mais que quand vous même, dites- en plus, vous voudriez qu'on vous paie Arrêtez vos de faire votre contredanses. C'est communiste. beaucoup, je trouve. C'est beaucoup. Arrêtez de On faire vous votre- paie votre essence, on vous paie vos assurances, on vous paie votre voiture. Ah, bah Et vous oui, voulez bien aussi qu'on vous sûr. paie vos contredanses, et ben la réponse va être non. Excusez-moi Bon, du peu. Madame Cugnot, Voilà. si vous pouviez revenir à la raison. Oui, mais c'est bon, moi je l'ai pas Ouais, perdu. c'est bon. Ah, j'en connais un. Respirez un bon coup, hein, voilà. Donc, vos contraventions, le véhicule, parce qu'on en parle de 4, et vous ciblez un véhicule qui est celui d'astreinte. Non, non, il y en a 3, c'est tout. Il y a le Bah vôtre, si, et puis il y a Madame le- Gomila qui a reconnu qu'elle était au volant, mais elle, c'est son véhicule de fonction. hein, et, Oui, d'accord, ouais. Et puis Voilà. il y a un DV 542 Oui, PC. voilà. Bon, ça fait 4. Vous avez compté quand même. Oui, mais les deux autres, c'est vous. Ah bah si les deux autres vous intéressent pas, il faut quand même aussi... Non, mais ça fait 4, mais dont... Voilà, il faut trois- aussi en trois parler. conducteurs. Donc le véhicule du maire, il n'y a pas que le maire qui l'utilise, c'est pas le véhicule du maire, c'est un Mais vous pouvez véhicule nous comme dire vous le qui, savez. qui d'autre l'utilise? Qui d'autre Ça m'est l'utilise? arrivé de l'utiliser pour Oh, faire des bah, rondes. tiens, C'est peut-être lui, c'est peut-être lui. Monsieur Massa, mais c'est bien sûr. Mais Ah oui. c'est bien sûr. Ah oui, mais Madame Cugnot. C'est vrai, c'est vous qui êtes Et président des qui dit- associations de et monsieur qui Pelleton. dit Mais c'est bien que vous sûr. n'avez pas utilisé vous-même. Voilà. Mais attendez, suis-je ce vais véhicule- bien sûr que vous alliez témoigner en sa faveur. Bah, Écoutez, Je témoigne. la vérité vous Je gêne. vous dis que ça m'est arrivé d'utiliser allez, ce je vous ronde crois. Mais je de vous crois, mais si vous 23h savez à pas, je vous 1h30 du crois. matin pour faire des rondes dans la commune. Bon, bah alors c'est vous qui vous êtes fait flasher dans Bon, la et commune. Madame Cugnot, vous qui Bah êtes alors bien dites-le, renseigné, pourquoi vous le vous dites qui êtes pas bien enseigné, Ça, c'est pour vous. Ah, c'est pas vous, là Bah alors qui c'est? Voilà, J'ai pas trouvé de flèche sur l'INA. Bah, par le feu. bon, Bah alors, écoutez, oui, c'est un c'est- peu vous êtes un peu ridicule dans Non, je crois que ceux qui sont ridicules sont pas ceux. le véhicule dont vous parlez. Je rappelle que c'est un véhicule qui est fléché dans la convention SNAC, je ne sais plus comment on appelle ça, c'est-à-dire le plan
d'urgence sur le territoire de la commune. Ouais, de vous nous Lille. avez déjà servi ça il y a Non, 2 mais ans, c'est- avec l'autre véhicule. Mais Il je est l'ai équipé de déjà rien servi, du mais tout, votre visiblement, Peugeot, Madame il est... Cugnot, vous en rappelez pas. Mais si, je me rappelle de très Donc, bien. ce véhicule, il est destiné aux élus d'astreinte, Oh, ouais. dont le maire fait partie, d'accord, mais il n'y a pas que lui. Il est équipé parce que dedans, il y a un certain nombre de matériels qui servent à baliser les chaussées. Et, il y a une petite pharmacie, et des choses comme ça qui ont été listées, il y a une checklist, il est vérifié. Ah non, mais c'est ça, Madame Cugnot, vous rigolez, mais Oui, oui, bah, excusez-moi, j'ai le droit encore. Hein. vous savez ce qu'on va faire quand la nuit je serai réveillé pour aller, je sais Ouais, pas c'est moi, ça. tiens, comme il n'y a pas très longtemps, une voiture qui est rentrée dans un rond-point, il a fallu aller sur place. Ouais. J'y suis allé avec ce véhicule, j'ai sorti du véhicule les fameuses bornes clignotantes pour baliser la chaussée. Et ça, vous voyez, Madame Cugnot, c'est la réalité de ce que c'est d'être élu. Bah, Quand on est chez soi et qu'on échafaude tout un tas d'histoires sur la je suis base... curieuse de savoir où il a été fait Voilà, chez ce véhicule. sur la base Mais vous d'éléments, ne nous etc. direz Donc, pas. voilà. Vous nous Le direz pas. véhicule que vous m'attribuez, c'est un véhicule qui sert Vous, pour vous cela. l'êtes attribué, monsieur Fett. Ça a été déjà, vous m'avez cherché je ne sais combien d'histoires à ce sujet à une époque, hein. Même M. Lardière prenait des photos. tiens, il y a longtemps. Voilà, M. Lardière prenait des photos du maire mal stationné alors qu'en fait c'était pas lui qui conduisait le véhicule ce jour-là. Bon, on a tout eu. Donc le véhicule dont vous parlez n'est pas le véhicule du maire. Voilà, et donc Enfin, il y a plus tout le qui monde s'en a, sert, tout le monde a compris, et il ne s'agit pas de payer mes contraventions, des contraventions j'en reçois au titre de mon véhicule personnel, je les paye, etc. Par contre, ça soulève quand même 2 problèmes. Vas-y. Le premier, c'est que vous avez déformé un peu la volonté de l'État ou du législateur dans la loi qu'il a votée. Le système auparavant était un système où il y avait un vrai débat dogmatique, idéologique, sur la responsabilité ou le rôle d'un employeur de dénoncer, parce qu'il s'agissait bien de cela, donc d'un employeur ou même de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, vous prenez votre voiture à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire qu'il y avait un vrai débat en France sur le rôle que devait avoir tel ou tel de dénoncer quelqu'un qui aurait commis une infraction en utilisant un des véhicules qui était sous sa responsabilité. Ce débat, il a été tranché de la façon suivante, c'est qu'il a été décidé qu'il n'y aurait pas d'obligation légale de dénoncer. En revanche, ceux qui ne dénoncent pas s'exposent à une amende, qui est l'amende dont Voilà. dont il est question aujourd'hui. Mais vous voudriez Et la ce faire que je payer par voudrais la dire, commune. Madame Cugnot, c'est qu'il y a des municipalités, il y a des entreprises où les dirigeants ont, malgré les lois de 2017, décidé de ne pas dénoncer, parce que la oui, mais Monsieur Lardière, sous l'occupation, vous savez, vous qui ne l'avez pas vécu, on sait quel rôle vous auriez pu jouer, mais la délation, la dénonciation, c'est des valeurs qui vous font peut-être partie, mais qui ne sont pas partagées par l'ensemble des Français. Vous vous Voilà. rendez compte des Donc, atrocités que vous sortez je Même le public, savais que j'allais vous réveiller quand même. Il hein. en est outré, mais c'est... On- Mais le voilà, pire voilà. dictateur Je savais que qui j'allais vous existe ici, réveiller. c'est vous. Donc il y a des Arrête un peu. employeurs, et je ne vous cache pas qu'à la Méridina, on s'est posé la question, il y a des employeurs, comme il y a des personnes qui, quand ils prêtent leur voiture à leurs enfants, ou je ne sais Arrêtez. quoi, ou l'inverse. C'est à cause de vous qu'on finit à 11h. Oui, oui, c'est pas Si vous n'êtes pas capable de gérer Ben un non, petit monsieur, stock vous de posez voitures, des questions, on n'a pas désolé, le droit d'y chez répondre. Airbus, on en Voilà. allait, je sais pas Donc, combien. il y a On n'a des jamais eu- employeurs, on monsieur n'a Lardière, jamais eu qui ce font le problème-là. choix, et des municipalités qui font le choix de ne pas Il a 10 voitures, il est dénoncer, débordé. Non, mais attends. de ne pas dénoncer leurs employés. La commune de Lina a longtemps Et hésité. ils ont rien volé, c'est pas une dénonciation comme s'ils avaient frappé C'est quelqu'un. pas- Je suis oui, désolé, bah, arrêtez bien avec vos sûr, conneries oui, là. bah, ils de ont la rien guerre, volé, de mais c'est compagnie. une Il y a dénonciation. du déliré complet, vous en avez Bah, appris le cunion, au moins, écoutez, il est non, censé. c'est pas, je Elle est délire pas- pas, elle est c'était pas- c'était elle est tout pas le malade comme débat vous, elle, au moins, elle est législatif à censée. cette époque. Voilà. Ah, mais Donc, le coup de la guerre. Donc la question de D'ailleurs, voyons, la voyons. loi a clarifié les choses, non, la loi a clarifié les choses en disant que la délation Arrêtez. ne sera jamais une obligation légale. Ah, mais ce qu'elle ça, a dit, c'est la faux. loi. Non, mais comme Bah, si c'était bah, si, c'est pas faux. un truc Donc grave. c'est la réalité. Bon, donc d'une petite affaire, vous faites et alors ça pose un autre problème. Parce que le problème qui se pose aussi, c'est que là on parle de la partie émergée de l'iceberg. On voit pas tout le reste. Le reste c'est quoi? C'est des véhicules qui peuvent être accidentés, dont on ne sait pas qui les conduisait au moment où ça s'est produit. Pour 2 heures. Là c'est pas. Mais non, il n'y en a pas pour 2 heures, parce que monsieur Lardière, vous qui prétendez vouloir Mais non, mais gérer vous une racontez commune, des- bah, J'ai vu. quand vous serez maire, Ça si doit vous être l'êtes un rapide, jour, ça doit être vous n'irez rapide. pas dire ça aux gens que Mais vous écoutez, rencontrez, au arrêtez, quotidien, là. qui viennent vous voir, Votre les équipe, habitants, les encore employés. demain, là.
Gérer une commune, c'est se confronter à ces réalités-là, Ah, monsieur non, Lapierre. mais- Et on ne peut pas mais- dire, mais- ah non, moi je veux rien entendre, je ferme mes J'en connais oreilles. des dizaines, Voilà. des maires, croyez-moi, vous êtes le seul comme ça. Bah, bien sûr. ouais. Mais bien sûr, bah oui. Bah, Vous écoute, connaissez moi, je cette connais, en tout vous cas, savez qui je connais. Beaucoup de gens, j'en connais pas qui vous ressemblent. Bah, Donc, moi, je j'en finis, connais pas un autre je- qui vous ressemble, en tout cas. Je finis. Le problème des assurances est aussi un vrai problème, parce que les élus de l'exécutif peuvent le dire ici, à chaque fois qu'il y a un véhicule qui est accidenté et dont on ne retrouve pas qui l'avait utilisé ou qui a fait quoi avec, parce que le cahier n'a pas été rempli, ou parce qu'on se rend compte de l'accident quelques semaines plus tard, et bien tout le monde se regarde dans le blanc pour savoir qui est-ce qui va signer la feuille de l'assurance. Hein. Donc c'est bien souvent, j'ai vu monsieur Mathias qui l'a fait, j'ai vu madame Bosmeyer qui l'a fait, parce qu'on a dit, ah oui tiens, c'est le centre de loisirs qui l'a utilisé, alors je vais signer, parce que bon bah ok. Mais ça pose un autre vrai problème, c'est qu'effectivement, de la même façon que moi je suis amené alors, sur cette voiture-là, parce que je sais bien que vous allez être à faire des histoires, j'ai payé l'amende. Madame, vous en avez payé une, je crois, non? Voilà. Madame en a payé une, il y en a peut-être d'autres qui ont payé des amendes parce qu'il y a eu une certaine incertitude. Mais voilà, la réalité, elle est quand même celle-ci. Et même si on dit on ne veut pas dénoncer nos camarades employés, on va peut-être quand même faire un peu autrement. Donc il est question, bah oui, parce que c'est les communistes, il n'a pas compris. On va peut-être faire quelque chose. Donc il a été, et ça a été dit par monsieur Massel, mis en place un système où, alors là encore, des grands débats, est-ce qu'il faut mettre une caméra ou est-ce qu'il ne faut pas mettre une caméra, mais un système où les gens vont avoir une puce dans la voiture, et que quand ils vont utiliser la voiture, ils vont devoir mettre la puce dans la voiture pour pouvoir l'utiliser. Il faudra badger. Il faudra badger pour que la voiture démarre. Voilà. Donc ce qui permettra, certainement, peut-être, on verra bien, d'éviter ces problèmes. Il n'empêche que les problèmes qui se sont produits auparavant, bah, on les a à traiter, que la commune donc n'a pas dénoncé les personnes dont elle ne connaissait pas d'ailleurs qui elles étaient, qu'elles se retrouvent donc sollicitées pour payer l'amende et qu'il est proposé au conseil municipal de la prendre en charge au moment où elle est encore acceptable, parce que bien évidemment, si on ne la paye pas, eh bien, ce sera le préfet qui décidera de le faire lorsqu'elle aura, dans 6 mois, triplé ou quadruplé. Est-ce que vous êtes d'accord, monsieur Pelletan, que le gros mot de délation, en l'occurrence, ne pas dénoncer quelqu'un, c'est en fait vous que vous n'avez pas voulu dénoncer. Alors, je ne sais pas si ça s'appelle encore délation quand il s'agit de soi-même. Ça, c'est ma première remarque. Et la deuxième, c'est que, en fait, vous mettez quand même, vous ne voulez pas dénoncer, vous, sur votre cheval blanc, vous ne voulez pas dénoncer ceux qui font des infractions routières et qui perdraient des points. C'est très honorable de votre part. Néanmoins, vous vous engagez, enfin, il est précisé que la ville de Nîmes va mettre en place un système. La délibération précise que dans la mesure du possible, la commune dénonce les conducteurs. Mais pourquoi vous prenez la parole alors, puisque vous avez déjà fait votre doctrine? Il faudrait savoir si, en fait, pourquoi vous allez vous prenez la dénoncer parole ou pas dénoncer. Si c'est la dénonciation qui vous arrache votre morale, surtout quand il s'agit de vous-même, eh bien, est-ce que en fait, vous n'êtes pas en train de vous renier en déclarant que vous allez désormais dénoncer? Vous avez utilisé la voiture ou le camion? Oh ben non, ça ne vous inquiétez pas. Moi aussi, je peux faire comme vous. Comment j'aurais fait pour avoir les clés? Comment j'aurais fait? Vous faites comme d'habitude, vous rentrez dans la mairie comme si c'était un moulin, puis vous vous servez. Donc, alors, on va rester sérieux et je réponds à Madame Cugnot simplement, et puis après je vois qu'il y a des demandes de parole. Madame Cugnot, j'ai dit qu'effectivement, il y avait eu un débat, ou du moins une interrogation, au sein de... De toute façon, personne ne vous croit. Mais non, mais personne ne vous croit, donc il n'y a pas besoin de répondre. Non, c'est plus la peine. Bah ouais, vous pouvez dire n'importe quelle connerie. Non, mais je crois que vous avez perdu tout crédit sur ce sujet-là. De toute façon, vous n'y êtes plus... enfin voilà, je veux dire, au point où vous en êtes, vous pouvez continuer. Donc je vous dis, il y a eu un vrai débat, et le vrai débat portait sur la question de savoir si c'était le rôle d'un employeur de dénoncer ses employés, et donc de mettre en place un dispositif qui les flique quand ils prennent les voitures. Mais vous avez déjà mis des balises dans les voitures. C'est ce qui explique que les vous balises, êtes d'accord que sur vos certaines voitures, les voitures des employés sont déjà sur certaines géolocalisées avec des balises. ces voitures de sécurité de la police municipale, il y a une balise GPS qui a été votée. Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, alors si vous le savez. Oui, je le sais par les factures de la on sache qui conduit à ce moment-là. C'est pas pour autant qu'on sait qui conduit. Le truc, c'est une carte qui doit être utilisée. Et donc la question, c'était pas de dire la délation, etc. La délation, c'est est-ce qu'on met
en place ce type de système. Bah, les Et balises, donc c'est déjà effectivement, pas mal, hein. ça a été en réflexion pendant un certain temps. Monsieur Michaud, on vous écoute. Oui, alors vous dites qu'il y a eu un débat, pas en conseil municipal. Mais non, pas au conseil Non, municipal, attends, c'est un débat au sein des dirigeants. Pas en débat conseil municipal, et pourtant on parle bien d'argent public, parce qu'au bout du compte, c'est le type de débat qui consiste à dire est-ce que ce type de dépenses on le fait supporter aux citoyens ou pas. Donc c'est de l'argent public. Donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, c'est qu'il y a eu un manquement administratif sur cette opération, c'est-à-dire que globalement la procédure n'est pas respectée, vous ne savez pas qui prend en charge les véhicules, et que c'est tout à fait injuste, encore une fois aujourd'hui, de faire supporter aux Linois ce type de dépenses, tout simplement. Voilà. Donc c'est tout à fait anormal c'est tout à fait anormal d'avoir à débattre de ce type de sujet dans un conseil, Ah bah ça, je vous le fais pas conseil dire. municipal. Non, mais d'avoir à présenter ce type de rapport. Tout simplement. Monsieur Hertz. Monsieur Michaud a totalement retranscrit le sentiment d'injustice que reflète cette décision municipale, puisque en effet, il ne relève pas de l'argent public de payer les contraventions des uns et des autres. Il y a la loi, nul n'est censé ignorer la loi, tout le monde est censé la respecter. La loi dit qu'en cas d'infraction, il appartient au représentant légal de la commune de dénoncer la personne en infraction. À partir de ce moment-là, si cela n'est pas fait, donc le seul responsable, c'est le représentant légal de la commune. Donc le coût financier ne doit pas être supporté par les administrés. Ça c'est bien de la théorie, mais malheureusement c'est pas C'est comme j'ai dit, il y a les lois françaises et les lois préférences. Je peux pas répondre. C'est dingue ça. Pour être un petit peu malheureusement, pour être fonctionnaire de police, il est quand même très rare que l'on ne puisse pas identifier les conducteurs. Et bien alors, en plus, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Donnez-moi les photos et je vais vous identifier. Ah bah voilà, très bien. Pourquoi pas? Vous auriez dû dire à M. Lardière de suivre toutes les voitures de la mairie. On parle encore de vous, excusez-moi. Encore une fois, c'est... Je sais pas ce qu'on peut dire à ça, tout le monde a compris le truc. Ça, tout le monde a compris. On peut faire de la théorie, mais gérer une collectivité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Il y a effectivement un dispositif qui a été mis en place, le dispositif n'était pas opérationnel à ce moment-là, bon, sous les Quel est le dispositif d'ailleurs concernant l'identification? En fait, alors ça c'est aussi une bonne question. Pourquoi? Parce que, a priori, le CTP de la semaine dernière aurait délibéré sur le fait qu'il y ait des GPS dans les voitures, confirmé. Voilà. Il a été question de je sais pas quoi, mais en fait, on n'a pas parlé des cahiers de bord, et on n'a pas parlé du dispositif qui a été, comment dirais-je, pas choisi, mais proposé par les services de la mairie, là, d'un système intégré à l'intérieur, avec une caméra qui prendrait l'extérieur du véhicule et l'intérieur du véhicule. Donc en fait, en CTP, on n'a parlé que des GPS. C'est ça, voilà. Donc en fait, ça veut dire aussi très clairement que le dispositif là, qui est en voie d'installation devra repasser en CTP. Vous voyez? Parce que ce qui se passe, Madame Cugnot, qui est toujours très au point, c'est que si on avait dû faire la dénonciation d'un employé, par exemple celui qui prend le camion, je sais pas, bon, c'est le seul parce que les trois autres sont connus. Parce que voilà, donc on prend celui-là, comme ça, c'est pour vous éviter. C'est le seul où vous voilà, dites c'est pour vous éviter d'avoir à redéclencher votre moulin à parole. Donc, je dis, on prend celui qui fait consensus. Ce consensus, on prend le camion de la mairie, etc. Si on dénonce l'employé, eh bien, le carnet de bord qui est à l'intérieur de ce camion, s'il avait été rempli, est un carnet de bord qui aurait dû être validé par le CTP. Voilà. Et donc. Mais comment ça se fait que les carnets de bord ne sont pas à jour? Je ne suis pas persuadé. C'est ce qu'on me disait, qu'il fallait vérifier. Il y a un établissement public Par contre, au de 600 CTP, personnes, je n'ai jamais eu ce type de problème. Intéressant, et Parce notamment que les carnets de bord étaient remplis. l'obligation pour les agents de présenter minimum une fois par an leur permis de conduire. En est-il de même pour les élus qui utilisent les véhicules? Je pense que ça serait normal. En tout cas, moi, c'est ma demande, que les élus doivent... Sachant que là encore, on a une autre difficulté, c'est qu'on peut demander les permis, mais on ne peut pas demander le nombre de points. On peut le demander, mais ça peut nous être refusé. Un peu comme on vous demande quoi. En fait, le contraire, c'est que les procédures sont en place. Ou un peu quand un policier demande une carte d'identité. Procédure de contrôle qui devrait être en place, monsieur. Et à la sortie, ça se traduit par des dépenses pour les tout simplement. Non, bien sûr que, enfin, ça me paraît logique que toutes les personnes qui utilisent les véhicules de la mairie puissent justifier malgré tout quand même d'avoir le droit de le faire avec un permis de conduire.
Parce que sinon, là, l'assurance ne fonctionne pas. Voilà. Donc, il y a différents cas de figure. Voilà. Bon, écoutez, on a beaucoup parlé sur tout ça. Par mesure de transparence, puisque c'est inscrit sur la contravention, quel est le motif de la contravention? Parce que ça, c'est écrit. Hein. Pourquoi vous n'avez pas demandé en commission? Mais c'est la transparence, il faut le dire. Non, je pense que le motif n'a pas été évoqué. Vitesse, ou c'était... C'est quoi? C'est un point, 2 points, 3 points, comme ça. 4 points, c'est plus de 50 km/h, c'est un hélice, c'est 4 points, je crois. C'est écrit, hein. C'est marrant, ça, il n'y a plus personne. C'est écrit. Non, mais c'est pas marrant. Monsieur Lardière, c'est pas marrant, il n'y a plus personne. On ne pose pas les questions à 23 heures quand on a la convocation depuis une semaine et qu'on a participé aux commissions. Donc si vous aviez des questions à poser précises au service, il fallait les poser au moment où ils étaient là. Pas à la dernière minute en disant... C'est marrant comme ça vous énerve ça. Mais c'est pas parce que c'est pas question pour un champion, le conseil municipal de Lina. C'est la transparence, c'est écrit sur la contravention. Oui, c'est écrit dessus, mais on l'a pas là présentement. Voilà, c'est comme ça, vous posez la question. Et si vous posez la question maintenant, c'est parce que vous savez très bien qu'on ne peut pas vous y répondre matériellement. Donc vous posez une question complètement dans le vent. Il n'y a pas 32 prunes. C'est pas la première fois que vous le faites. Allez, on met aux voix. Qui se prononce contre? Bulletin secret, s'il vous plaît. Bulletin secret, oui. Allez. Bulletin secret. Alors, bulletin secret. Qui demande les bulletins secrets? Bon, vous n'êtes pas assez nombreux. Ah, si, il faut un tiers, je crois. Vous avez la boîte? Combien on est là? Vous avez voté au bulletin 3, 4, 5, 6, 7. Oui. Je sais pas, vous êtes un tiers quand même. Oui, il faut un tiers, oui. Bah, c'est ça, mais ils sont. Bah, vous dites qu'on n'est pas assez, il faut le savoir. Vous étiez pas assez quand tout le monde n'avait pas levé la main. Allez, on y va. Il y aura toujours une... Dépêchez-vous, dépêchez-vous. On avance vachement. Alors, vous votez pour la délibération, vous votez contre la délibération, ou vous votez abstention. Nul, blanc. Par contre, Madame Guillon, on va rigoler. C'est vrai que c'est insupportable. Juste pour 7 000 €, juste pour qu'il ne passe pas à retirer ou enfin, c'est pas cher. Allez, ah bah non, madame, vous voulez faire à votre façon? Allez, allez-y alors. Pour rappeler les pouvoirs. 1, 2, 3, 4, 5, 7, Des gens qui sont jamais là. 8, 9 avec pouvoir, 10, 11 avec pouvoir, 12, 13, 14, 15, 16 avec pouvoir, 17, 18 avec pouvoir, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27. Ah oui, les deux pouvoirs qu'on a parlé. On a même pas quelqu'un ici.
Pour. 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 Contre. Pour. Contre. 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 Blâme. Contre. Pour. Contre. Pour. Contre. Pour. 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 Contre. Blâme. Pour. Pour. Contre. Contre. Pour. Contre. Alors, c'est quel côté? Si je vois une voix. Alors, on a 13 voix pour, 12 voix contre et 2 abstentions. Et deux Oui. blancs. C'est bon? Très bien. Rapport suivant, il concerne la convention SCCV du 5 rue de la Lampe. Là, les comptes sont bons. Passé. Sauf pour les Linois. C'est sympa, on est content, 4 000 € là-dedans. Ah, c'est parce que quand je vois la télé que vous faites. Bah évidemment, faites payer la commune, c'est. Non, c'est pas pour ça que vous votez peut-être de bord là. Parce que, bah oui, il n'y a pas votre compte, hein. Tu peux rien. Donc, voilà. Allez, on y va. Il y a 4 pouvoirs de gens qui sont plus là encore. Allez. Oh, bah oui, bien sûr. Ouais, évidemment. Allez, monsieur Vaille, on vous écoute. Donc en fait, cette délibération a pour objectif d'autoriser au conseil municipal d'approuver les conventions de 2 opérations qui se situent donc rue d'Alande. Donc un qui est au 5 rue d'Alande et une autre qui est au 7 rue d'Alande. Donc c'est un programme qui est, on va dire, le promoteur, c'est Green City. Donc la première opération, c'est 75 logements collectifs sur une parcelle de 4700 m², avec une participation au pub de 776 000 €. Et la deuxième opération, qui est dans le prolongement de la première, qui représente 131 logements, donc 40 en collectifs sociaux, pour une participation donc, de 1 343 000 et sur une superficie globale du terrain sur les assiette foncière de 7 567 m². Donc ces 2 conventions pub qui sont déclinées sur ces 2 opérations émanent de la convention pub de tout le quartier, qui ne présage pas de l'obtention du permis, simplement le permis est en instruction, mais que les pubs et les conventions sont une pièce obligatoire à annexer à l'arrêté de permis de construire. Y a-t-il des questions? Monsieur Michaud? Oui, on peut avoir la répartition des montants, des 2 montants qui sont composés par le PUB, il faut avoir le montant de la voirie et le montant contribution On pourrait presque vous le dire de tête. aux équipements scolaires. Oui, sur la convention cadre, je pourrais pas vous dire. Et le montant que vous nous donnez les conventions. Ah bah oui, madame. Oui, là, on est en train de décliner avec Le conventions. PUP de. Non? Les conventions sont obligées de les replacer. La rue de la Lampe. Les conventions sont obligées de les replacer en conseil municipal. C'est bien ce qui est marqué ici. C'est la présente note de synthèse aura lieu à 2 délibérations distinctes. On la repassera dans le profil, vous avez vu dans les annexes des conventions. Alors, madame Gomilac a toujours des cartouches dans son fusil. Chasseur. Elle n'est pas d'accord. Excusez-moi, sort l'arme. Nous sort donc les bilans des 2 conventions. Oui. Voilà. Et donc ça c'est le bilan. Notez-le bien parce qu'on ne va pas le dire
ça c'est le. Alors ça c'est celle pour la matière Pascal, chef, ça c'est pour la SC, Ouais. machin chose. Et ça, Donc c'est là, pour sur la les- première opération, pour 776 000 euros. Donc dedans, on a une participation aux équipements scolaires, on est en hors-taxe, donc de 573 000 euros. On a une participation aux voiries et VRD de 204 000 euros. Participation à l'alignement pour 101 000 euros. Et derrière ça, on a un apport de foncier qui vient en déduction et un renforcement du réseau électrique qui est fait par le promoteur qui vient en déduction pour 103 000 euros. Donc on est sur un total différentiel de 776 000 euros. Sur la seconde opération, on est sur un équipement scolaire d'1,20 million. Sur la partie VRD, on se trouve à 325 000 euros. Partie alignement, 64 000 euros. Sur l'apport foncier et l'extension des réseaux, on a 67 000 euros, donc un différentiel de 1 343 000 euros. Une seconde question, en fait, les montants qui sont consacrés à la voirie, en fait, pour est-ce que ce sont des montants qui sont reversés à la CPS ou qui sont conservés dans les comptes de la commune? Rétrocession de la compétence, donc la CPS paye les dépenses et nous rétrocédons les recettes. Donc, je reformule, les montants de voirie que vous nous avez cités, ce sont des montants qui sont reversés à la CPS. Ce sont des recettes qui sont reversées à la CPS. Et la CPS paiera. D'accord. Donc j'ai une troisième remarque, du coup on s'aperçoit en fait. Et je précise que, alors peut-être pas pour ce programme, mais qu'il est très fréquent que les opérateurs réalisent les travaux et rétrocèdent l'équipement, sa valeur. Vous voyez ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire qu'en fait, on ne donne pas forcément l'argent à la collectivité pour que la collectivité réalise les travaux. Dans certaines opérations, ce n'est pas le cas ici, compte tenu qu'il y a différentes opérations. Et dans certaines opérations, il n'y aura pas de rétrocession en numéraire à la CPS, il y aura une rétrocession d'actifs, c'est-à-dire de la voirie réalisée à neuf par l'opérateur qui va lui le faire avec ses entreprises et ses tarifs, parce que les conditions sont bien meilleures. Voilà. Oui, mais bon. Oui, la remarque que je voulais faire, en fait, c'est que finalement, aujourd'hui, on se rend compte que dans les PUP, il y a donc des recettes pour l'équipement scolaire, des recettes pour la voirie, mais on vient de voir que ces recettes-là, finalement, elles n'étaient pas directement utilisables par la commune. Et la question qu'on se posait, c'était finalement, est-ce que ces PUP, compte tenu de la rapidité, enfin l'importance de l'urbanisation que vous avez décidé, la rapidité avec laquelle vous le faites, est-ce que finalement ces PUP ils sont bien dimensionnés dans la mesure où finalement ils ne libèrent pas, à part l'équipement scolaire, ils ne libèrent pas véritablement une contribution des promoteurs pour des équipements publics, des crèches, des maisons de quartier, des équipements qui sont nécessairement utiles dans tous ces quartiers ouest, puisqu'on va bientôt avoir 1000 logements dans ce quartier ouest, donc 1000 logements, ça fait 2500, 3000 habitants. Donc voilà, ma question c'est ça, est-ce que finalement vous considérez aujourd'hui que le PUP sont bien dimensionnés dans leur contenu par rapport aux futurs équipements, besoins d'équipement auquel la commune va devoir faire face? Bon. Oui, ça fait souffler, mais c'est quand même une question... Parce que, en fait, si vous voulez, dans la question, vous dites déjà une Non, je pose une question, je vous demande votre réponse. Est-ce que vous voulez qu'on vous réponde, oui, ou est-ce que vous voulez juste poser la question, puis on arrête là? Allez-y. Bon, donc, dans votre question, ce qui me gêne, c'est que vous faites une description d'une situation qui n'est pas la réalité. On n'est pas en train d'autoriser à tour de bras des programmes immobiliers sur la commune. On fait tout le contraire. Si on vous sort la liste de tous les permis que Pascal bloque, freine, etc., je veux dire, on n'est pas... Enfin voilà, je veux dire, on est au plus aux portes de communes qui ont une politique différente, qu'on ne vienne pas nous pointer du doigt en disant chez nous, c'est la construction à tout va. Parce que c'est tout le contraire qu'on voit sur le terrain. La construction à tout va, elle est ailleurs, elle n'est pas chez nous. Bon, ça c'est le premier point. Alors après, votre question, est-ce que l'évaluation qui a été faite dans les PUP des équipements publics financés par les opérateurs est fiable, viable, etc. Alors Pascal, qu'est-ce que tu peux dire là-dessus? En fait, sur ce quartier, donc, le PUP ont été bien sûr axés sur les équipements scolaires, qui peuvent être aussi un équipement périscolaire, ont été actés par rapport aux besoins de la commune sur l'extension de ce quartier. Ça ne veut pas dire que là on a un PUP cadre, que vous avez accepté, qui a été approuvé à l'unanimité en plus dans cette instance,
qui était sur tout le secteur, et donc maintenant qui se décline par opération, mais avec quelque chose qui cadre et sur laquelle on ne peut pas déroger. Maintenant, on le sait, comme rappelait M. le maire, c'est qu'on a une pression foncière importante, et en dehors de ce quartier-là, et que tout à l'heure, dans une autre délibération, on a parlé d'une 3e école, à la 3e groupe scolaire. Donc on sait très bien que par rapport à cette extension, à cette pression foncière, on pourra recalculer différemment d'autres PUP à d'autres endroits en fonction des infrastructures qu'on aura besoin. Au moment que les projets ont été connus sur le quartier ouest et sur le quartier d'Illerville, donc on était sur un PUP qui répondait aux carences qu'on pourrait avoir la commune par rapport à l'arrivée de cette nouvelle population. Voilà, M. Baye a répondu, nickel chrome. Alors, pas d'autres questions, pas d'autres réponses toutes faites. Alors on attaque le vote. Qui se prononce contre? Non, non, mais on a les réponses dans les questions. Qui se prononce contre? Le vote est ouvert. Vas-y. Une petite remarque. Il y a quand même une certaine sorte de compensation vis-à-vis de ce PIT, puisqu'il y a une exonération de la taxe d'aménagement sur 10 ans de mémoire, je crois. Est-ce que le calcul a été fait, à savoir les bénéfices pour la commune par rapport au coût, etc. Enfin, je veux dire, est-ce que on a comment ça se passe? Parce que mine de rien, c'est pas très clair. Alors, ce qui est simple, hein, c'est que par rapport au paiement de la taxe d'aménagement et par rapport justement à la participation et pour la raison pour laquelle on a mis des PUP, parce que la taxe d'aménagement déjà sur la partie sociale qui est exonérée. Donc on a une grosse partie des logements qui ne payaient pas cette taxe d'aménagement. Sur le PUP, ils ont une décote, mais elle est quand même là, sachant qu'on perçoit quand même on est sur des aménageurs constructeurs qui construisent en VFA pour les bailleurs sociaux. Donc ça nous permet de pouvoir financer sur les opérations privées. Et donc le résultat, bien sûr, c'était un rapport de 2 à 4 par rapport à la taxe d'aménagement 4. Tu parlais tout à l'heure d'une marge de négociation entre guillemets pour justement intégrer d'autres équipements dans les futurs PUP. Quelle est cette marge justement? C'est nous qui avons la main mise, qui avons décidé. Compte tenu des PUP, donc bien sûr, on va dire, la nature doit être des opérations qui sont directement liées au programme. Donc on ne peut pas faire participer au-delà des besoins liés au programme. Mais le contenu, on peut très bien imaginer, sur les opérations qui sont en cours d'instruction encore, les permis ne sont pas délivrés. Je dirais que on est sur les opérations avec les financements qu'on avait besoin. Je rappelle qu'on en a déjà parlé, c'est que sur ces opérations-là, on avait déjà anticipé sur le deuxième groupe scolaire. Sur ces PUP, il a fallu pour faire la nouvelle école sur 4 personnes, il nous fallait nous garder des moyens, parce que ce PUP du quartier ouest a permis d'avancer pour ce deuxième groupe scolaire. Le contenu, après, il y a d'autres PUP avec d'autres projets qui peuvent sortir. Aujourd'hui, je n'ai pas d'autres PUP sur la commune en termes de quartier, parce que là, on ouvrait vraiment un quartier complet. Seront à déterminer en fonction des besoins de la commune, de l'infrastructure de la commune, et qui pourront être de nature différente. C'est parce qu'on s'aperçoit que d'autres communes ne fonctionnent pas comme ça, n'ont pas de PUP, et négocient directement avec les promoteurs la construction d'infrastructures. Et on peut se demander, est-ce que c'est pas finalement cette solution-là qui serait meilleure pour la commune? Parce qu'il y a une réelle crainte qui existe de l'autre côté de la nationale. C'est surtout illégal, Ludovic. C'est surtout illégal parce que un opérateur privé, un promoteur privé ne peut pas construire pour une collectivité et recéder après le bien construit. Pourtant, c'est ce qui avait été évoqué à un moment, notamment sur la salle de spectacle. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. C'est pour ça qu'on ne l'a pas fait, parce qu'il fallait qu'on délègue, qu'on fasse une délégation de maîtrise d'ouvrage sans concurrence à un promoteur. Pour une communauté, que ce soit sur le domaine public ou pour une collectivité, c'est pas concevable. C'est concevable à une SPL, à une SEM, qui est dedans constitué d'élus et de collectivités territoriales avec des fonds qui sont amenés par les collectivités. Sur un promoteur privé, c'est complètement illégal. On s'est aperçu que c'était illégal au moment où on a évoqué la chose dans la salle de spectacle. Non, pas du tout. Bon, on était sur une compensation. Sur une compensation, je rappelle que là-haut, on était propriétaire du foncier. Là, on est sur du terrain privé. Donc, sur ces
projet-là, mais sur d'autres projets. Sur d'autres projets, quand la commune est propriétaire du foncier, on peut imposer notre loi sur le foncier. On peut même le vendre au prix qu'on veut. On peut le vendre au prix qu'on veut, et on peut demander, par exemple, on peut considérer dans une vente surévaluée parce qu'on veut récupérer une partie pour construire sur notre emprise foncière, mais on sera obligé de prendre la maîtrise d'ouvrage, de ce bien, et de le construire. Même si on le finance en partie par l'opération. On ne pourra pas le financer à 100%. C'est bien ce que je dis, il y a quand même, il y a quand même d'autres possibilités que le pub. Seulement quand la commune, seulement quand la commune maîtrise le foncier. C'est le cas de Pierreval, c'est le cas de Pierreval, en haut de la Boileau, on est d'accord. On a une réserve foncière qu'il va y avoir sur le... Je rappelle quand même que le terrain là-haut, on l'a vendu 5 fois le prix qu'on l'a acheté. Hein. Oh, bah voyons, pourquoi pas 20 fois le prix? Mais Madame Tunot dit non, c'est pas 5 fois. C'est 2 fois parce que vous avez récupéré, mais c'est pas 5 fois. C'est pas la peine d'inventer. Bah écoutez, c'est pas 5 fois, on va ressortir les chiffres. C'est 2200 €, monsieur Pelletan, le prix d'achat de l'ITM. Vous l'avez revendu 5 Madame millions. Cugnot, le nombre de fois où vous m'avez contredit et où j'avais raison, monsieur Pelletan, vous n'avez pas de chance. Je devrais vous amener avec un peu plus de modestie et un peu pas moins là-dessus, d'assurance dans ce que vous dites. Pas là-dessus. Il y a d'autres gens qui connaissent les chiffres. Hein. Donc là, sur le programme, on est... C'est les chiffres, hein, on les fait pas mentir. Hein. Ouais, sur le programme, là, on est sur une opération privée. Les chiffres sont éthiques. 100% privée. Ce que je voudrais dire quand même sur le PEP, c'est qu'il faut bien comprendre que, alors bien évidemment, c'est aussi la stratégie qui est la nôtre d'essayer de faire en sorte de faire payer le maximum au travers des PUP, sachant que c'est quand même un exercice risqué, parce que non seulement on peut se confronter à des recours ultérieurs du promoteur qui va payer le PUP, mais aussi des personnes qui vont acheter dans le programme. Et la difficulté qu'ont eu certaines communes en France, c'est que des personnes qui achetaient sur un appartement dans une opération, qui étaient un peu procéduriers, ont sorti le PUP et puis on dit non mais attendez là, qu'est-ce que ça veut dire? Nous on a payé au travers de ce programme un équipement scolaire pour 1 million d'euros alors que finalement on n'a pas autant d'enfants à scolariser sur l'équipement. Et la justice leur a donné gain de cause. Ça veut dire que le PIP, c'est pas open bar, c'est pas tu me donnes autant que je te demande et puis etc. On est contraint de faire les choses de façon logique et de façon sensée. Sur le PUP dont il est question aujourd'hui, je rappelle que tous les chiffrages ont été faits par un cabinet d'expertise, un cabinet d'études voirie qui a fait l'évaluation parce que c'est pas nous, nos services techniques, qui allait amener sur la table les chiffres qui pourraient être ultérieurement contestés. Et l'autre chose aussi, c'est que légalement, il est, vous avez compris qu'il y a des contraintes juridiques partout, et une des contraintes les plus contraignantes, c'est qu'on ne peut pas faire payer à un promoteur quelque chose dont il n'est pas, en quelque sorte, partiellement responsable. C'est-à-dire qu'en gros, le promoteur qui va construire dans la rue de la Lampe, on ne va pas lui dire que vous allez payer un bout de la voirie dans la rue d'un autre quartier. Il faut que ce soit fléché sur des équipements qui sont des équipements qui vont être sollicités par le programme réalisé par l'opérateur. Donc quand vous avez mis toutes ces contraintes-là bout à bout, vous vous rendez compte que pour arriver à tirer le maximum possible, faut quand même être subtil. Et l'autre outil, c'est celui de la taxe foncière. Enfin, on en a parlé en long, en large et en travers. Enfin, bon, voilà, quoi, je veux dire, je ne sais pas quelle commune utilise ce système sur des grosses opérations immobilières, mais ce n'est pas le mieux adapté et qui permet, et qui en plus est très contraignant pour les autres Linois, puisqu'elle s'appliquerait même à ceux qui iraient poser des Vélux ou faire des vérandas à des montants relativement importants. Par contre, oui, quand on vend le foncier, et encore, vous savez, on pourrait avoir une requalification de la vente au motif que le prix a été surévalué pour que la commune récupère au travers du prix de la vente des terrains ce que l'opérateur ne versera pas en PUP. Donc voilà, tout ça c'est assez subtil, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Comme en plus, à l'INA, dès qu'on a un poil qui dépasse, on se retrouve au tribunal administratif. Il est évident que tout ce que fait M. Vaille est contrôlé, recontrôlé, et que l'on ne peut pas comme ça demander à un opérateur, malheureusement d'ailleurs, de financer bien au-delà de ce qui serait légalement possible. Je vous propose de voter. Non, il y a une question. Oui, juste sur le plan, en fait, vous faites apparaître le rond-point de la Nationale 20, vous avez la visibilité importante sur ce... On a l'impression que ça conditionne un petit peu... Ça conditionne, vous savez qu'on a fait une modification du PLU, oui, justement pour pouvoir délimiter et tracer convenablement l'arrêt de transport en commun.
Donc c'est le plan sur lequel a été basée notre révision du PLU, dont je suis donné pour pouvoir récupérer une emprise à l'entrée de la rue d'Allan. Oui, non, mais c'est pas contractuel, oui, tel que c'est fait, c'est clair. Non, d'accord. On est sur l'emprise du projet avec le demande de marge de reculement, avec des conditions aussi pour pouvoir... Voilà. Allez, on passe au vote. Qui se prononce contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Alors attendez, il y a des abstentions. On a une abstention, 2 abstentions, 3 abstentions et 4 abstentions. D'accord. Qui vote contre? Personne? Qui vote pour? On va adopter à la majorité. 4 abstentions. Alors on en a 3. Voilà. Déclaration préalable pour les divisions de bâtiments et terrains bâtis. C'est un projet qui était déjà dans les tuyaux. Allez, monsieur Vaille, on vous écoute. Une délibération qu'on a failli présenter à un précédent conseil municipal, mais là on vous la présente. En fait, c'est une délibération qui permet d'instaurer une déclaration préalable pour les divisions de bâtiments existants. Pour la bonne et simple raison, c'est qu'on s'aperçoit dans le centre ancien, principalement, que vous avez donc des cessions de fonds de parcelles qui se font, avec des permis déposés sur une emprise de foncier. Et le bâtiment principal est divisé après en lots en appartements et n'est pas soumis aujourd'hui à déclaration dès lors qu'il n'y a pas de création de surface. Du coup, on se retrouve avec une problématique d'absence complète de place de stationnement pour ces divisions, parce que l'emprise du terrain est complètement apportée à la nouvelle construction. Donc on vous propose donc ce soir, par le biais de cette délibération, d'instaurer une demande préalable à la division de tout bien ancien en logement. Y a-t-il des questions? Monsieur Michaud, monsieur Hertz? En fait, bon, effectivement, c'est un constat un peu tardif, on va dire. Tant mieux, hein, mieux vaut tard que jamais. Alors, vous faites allusion à la salubrité, en fait. Donc, la salubrité, le petit logement pour lesquels des questions de salubrité, qualité de vie se posent. Mais ça pose aussi, et vous n'hésitez pas vraiment, ça pose aussi des vraies difficultés pour les habitants actuels, pas simplement pour les futurs habitants, pour les nuisances non négligeables en termes de stationnement. Et ça, on voulait le faire remarquer parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Les Lillois se plaignent très clairement des problèmes de stationnement dans notre commune. Alors vous semblez découvrir la situation. Encore une fois, le constat est très tardif parce que c'est quand même une situation que vous avez un peu créée quand même, hein, depuis le temps que vous êtes en responsabilité dans cette commune. Donc voilà, c'est la déclaration et le point qu'on voulait. Mais bien sûr, on va pas. Donc il n'y avait pas de questions. On va pas s'opposer. Arrêtez avec cette étarielle rengaine. Vous savez très bien que le PLU, on nous l'a imposé sur la commune avec une extension de la population. Vous savez très bien que c'est les services de l'État. C'est pas mon point, monsieur. Pardon? C'est pas mon point, je suis pas en train. Non, mais je vous dis, vous dites que c'est une volonté de l'équipe. Non, c'est pas une volonté de l'équipe. On a deux choses qui se mettent en application. Vous avez la loi SRU, qui nous a obligés de transformer notre plan d'occupation des sols en PLU, avec des contraintes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on avait essayé d'envisager la possibilité pour des propriétaires privés de diviser en 3, en 4 leur terrain pour avoir, parce qu'on a une pression foncière qui est importante, hein, vous le savez, aujourd'hui, un propriétaire privé peut faire valoir à 3 fois, à 4 prix de sa valeur, qui sont rachetés par les promoteurs. Donc on est sur un phénomène qui aujourd'hui n'avait pas été anticipé, non pas par forcément la commune, mais aussi par les cabinets d'études sur lesquels on a travaillé. Et quand vous dites que le stationnement, on l'a mis dans la délibération, c'est un fléau. Aujourd'hui, quand vous avez une grande propriété qui se divise en 3-4 appartements, plus le terrain, le jardin qui est divisé pour refaire un collectif derrière, sur la partie construite, qui est dépourvue de stationnement, puisque l'emprise de la nouvelle construction prend tout le terrain avec les places de stationnement qui sont prévues dans le PLU. Aujourd'hui, ces anciens bâtiments qui jusqu'à alors étaient rénovés pour faire de l'appartement, mais pas avec une cession de foncier, on se retrouve à un problème aujourd'hui. On n'est pas long à réagir, on est sur un problème qui est aujourd'hui, maintenant, qui émerge. C'est pas une nouveauté, c'est une nouveauté. Avant, on n'est pas dans cette configuration-là, où il y avait du foncier qui se vendait avec une destruction du bâti ou une rénovation du bâti
et avec une déclaration de différents appartements, c'était une chose. Aujourd'hui, c'est pas ça, c'est les fonds de parcelle qui sont. C'est complètement différent. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a tardé à anticiper, c'est une réalité aujourd'hui à laquelle on doit faire face. On s'adapte. Monsieur Hertz avait levé la main, c'était la même question. Pas d'autres questions? Madame Pugnot. En fait, un des arguments que vous donnez, c'est moi je suis très favorable à cette déclaration préalable, hein. Je dis ça au départ. Mais vous donnez l'argument que effectivement dans ces divisions qui ne demandaient pas d'autorisation, il y avait souvent comme résultat la pénurie de places de stationnement, hein, et donc un engorgement du quartier, etc. Et quand je vois le texte de la délibération, en fait, cet aspect n'est pas du tout évoqué. Vous l'avez en fin du deuxième paragraphe. Construction de fonction détachée, non bâtie, tandis que la partie déjà bâtie est laissée dépourvue de stationnement. D'accord, ok. Ça c'est le constat. Hein, ça c'est le constat. Ouais. Et après, par conséquent, dans le but de et vous dites, le Code de la construction et de l'habitation dispose que la ville sera tenue de s'opposer aux divisions. Et après, il n'est plus de... Donc, vous faites le constat qu'il y a des problèmes de salubrité, de stationnement, etc. Et vous en tirez comme conséquence que, suite à cette délibération, la ville sera tenue de s'opposer aux divisions, ceci, cela. Mais il n'est plus jamais question de s'opposer aux divisions qui auraient pour seule conséquence c'est un tout, mais... l'absence de stationnement. Et si ça regardez n'apparaît plus, je veux dire. Mais si vous regardez le début du troisième paragraphe, donc on fait le constat avec le problème d'insalubrité, le problème de stationnement, et on dit par conséquent dans le but de conserver la maîtrise de ce phénomène. Donc ces phénomènes qui sont précités. Donc c'est bien dans ce cadre-là qu'on prend cette délibération, Mme Pignon. Je ne suis pas trop d'accord avec vous parce que ce que vous dites, ce que vous tirez comme conséquence, c'est que vous allez vous opposer aux divisions de bâtiments frappés d'une interdiction d'habiter, de bâtiments aboutissant à créer des logements d'une superficie inférieure à 14 mètres carrés. En outre, la ville pourra refuser l'autorisation de diviser lorsque les logements seront susceptibles de porter atteinte à la sécurité des habitants et à la salubrité publique. Point barre. On ne parle plus des divisions qui seraient génératrices de problèmes de stationnement. Ça a disparu. La division, si elle est soumise, elle est instruite, et le PLU fixe le nombre de stationnements par logement. Mais donc pourquoi, on est sur la règle du PLU. Parce que du coup, comment ça se fait que ça n'existe plus? C'est ça que je veux dire, c'est que là, vous allez vous donner comme critère la salubrité, les arrêtés de péril, s'il y a un bâtiment qui... Vous allez vous donner comme critère le fait que s'il y a un problème de sécurité, de salubrité, de logement trop petit, mais le critère de il n'y a pas de place de stationnement, il a disparu dans vos conséquences. Mais Mme Pinault, par nature, automatiquement, il faudra que la division soit conforme au PLU. C'est pas dit. Ben oui, mais c'est logique, une autorisation. On ne va pas donner une autorisation de diviser si elle n'est pas conforme au PLU. Donc si vous avez dans un logement aujourd'hui ancien, vous pouvez faire 5 ou 6 logements, ils devront répondre en fonction de leur superficie au nombre de places de stationnement et de coefficient de pleine terre de la construction pour éviter justement que le foncier soit complètement imparti à une nouvelle construction sur une division. Ok, merci. Pas d'autres questions, pas d'autres remarques? On vote. Qui se prononce contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Vote unanime. Rapport suivant, numéro 6, modification des statuts de la SPL. Une affaire qui avait été retirée la dernière fois. Pascal, oui, c'était Donc oui, en effet, c'est une délibération qui avait été retirée de l'ordre du jour puisqu'on avait quelques interrogations. Parce qu'il y avait un peu du coup dans la raquette sur le oui ou non de l'adhésion et quelle commune voulait adhérer. Donc je rappelle un petit peu, on est sur une augmentation de capital de 75 000 € de la SPL, du territoire de l'Essonne. Donc le capital actuel est de 370 000 €. Le souhait de la SPL, c'est de le monter à 445 000. Donc au sein de ces SPL, vous avez donc bien sûr le département qui détient 225 000 € de capital, donc soit 50,56% au départ. Ensuite, vous avez différentes communautés de communes ou grandes agglomérations. Donc vous avez le Grand Paris Sud, vous avez le Bourdonnais, vous avez le Val d'Essonne, Junes-et-Renard,
Étampois, Sud-Essonne et le Valdière Val de Seine, qui respectivement ont 25 000 € de capital détenu. Je rappelle que les actions sont à 10 € unitaires. Vous avez également donc des communes qui adhèrent en direct. Vous avez Lina, Balancourt, Montgeron, Villejuste, Morilly-Champigny, Corbeil-Essonnes, Méréville et la commune de Saint-Michel-sur-Orge, qui eux ont adhéré sur un capital de 5 000 €. Donc la SPL souhaite augmenter son capital puisqu'il y a d'autres communes qui, au fur et à mesure, veulent rentrer dans cette SPL. Aujourd'hui, donc, avec cette augmentation de capital, il restera en plus donc, la place d'une communauté de communes supplémentaire et d'une commune également supplémentaire. Donc il restera 30 000 €. On va dire les 75 000 € dont il est fait état dans cette délibération pour augmenter le capital sont déjà consommés aux 3/4 par les communes qui souhaitent adhérer à cette SPL. Voilà. Pas d'autres questions? On en avait parlé la dernière fois. On passe au vote. Qui se prononce contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui vote pour? Adopter la majorité. Très bien. On aborde vite fait les questions là. Non? Oui, on n'a pas désigné représentant. Qui on désigne? Pascal Val? C'est le maire en office. Tu peux y aller. Madame Gomina? Monsieur Parsenti est candidat. Bah, c'est ce qu'on dit, hein. Si ça vous ennuie pas. Bon, s'il n'est pas d'accord, je le ferai. Allez, c'est bon. Les questions diverses. On a une première question sur la chaussée rue Saint-Vincent avec des gravillons qui sautent partout. Quand est-ce qu'on va remettre la chaussée comme il faut, etc. Bon, alors madame qui est au première loge derrière ces rideaux. Oui, hein, partout voilà. sauf où il y avait des voitures. Voilà. Ah ben c'est normal. Allez, monsieur Mathias, vous voulez dire quoi? Effectivement, en fait, la ligne s'est passée pour ramasser le reste des gravillons. Maintenant, si les véhicules sont stationnés sur les trottoirs et sur la chaussée, je vais faire en sorte de faire les derniers. Les espaces verts. Non, il y a aussi une question sur. Bah, il y avait en gros que la chaussée elle est déjà fissurée, etc. Mais quand on fait un gravillonnage, normalement. Non, il n'y a pas eu de reprise en tout. On a effectivement, il y a eu des reprises sur certains endroits qui sont déjà affaissés. J'ai déjà fait ça en fait, on a une reprise qui a été faite. Maintenant, si ça s'est réaffaissé depuis. Non, en fait, ce qu'elle dit là, c'est que en fait, ce sont fissuré. En général, le gravillonnage, c'est assez radical contre les fissures. Mais monsieur Mathias veille au grain et au gravillon. Les espaces verts qui se trouvent dans le périmètre concédé à la SEM-Essonne à aménager la construction de logements collectifs centre-ville. Le déficit d'entretien des terrains dans le secteur 3C, je crois que c'est ça. En fait. Non, pas du tout. Pas le secteur 3C. À la SEM-Essonne, aménagement des constructions de logements collectifs du centre-ville. Le cœur de ville, là où les logements collectifs qui sont déjà construits, pas ceux qui n'existent pas. Les bords de la Salmouine, quand elles passent entre les logements collectifs, les abords, là, qui s'occupe de l'entretien de ces parties-là? Est-ce qu'elles ont été rétrocédées à la commune? Je trouve que c'est écologique comme entretien. Est-ce que cet entretien a été rétrocédé à la commune ou pas? Bon, sur le statut des bords de rivière, donc elles n'ont pas été rétrocédées. Aujourd'hui, elles ne sont pas rétrocédées. Mais moi je pense que c'est le propriétaire actuel, donc pas la SEM, le propriétaire actuel, la rétrocession est pas faite, mais vous savez que... Ben, c'est pas la SEM, du coup. C'est le bailleur. C'est le bailleur. Alors, ça dépend. Là, c'est de l'autre côté. En fait, il y a de ce côté ci rue Jules Ferry, le problème se pose voilà, aussi. c'est sur rue Jules Ferry, donc c'est sur l'accession. Donc oui, ça appartient pas à un bailleur social, c'est un propriétaire. Donc on est sur la partie accession. Vous savez que la société, et du côté bailleur, du côté coopération et famille, c'est coopération et famille? C'est pareil, c'est pas rétrocédé. D'accord, donc c'est soit coopération et famille à côté, soit... c'est pas la
De l'autre côté, c'est qui est responsable de l'entretien? Bah, je crois que maintenant c'est un mandataire, hein, parce que ça n'a pas toujours, ça n'a pas été repris. Tant que c'est pas rétrocédé. Ça n'a pas rétrocédé, donc c'est une procédure de liquidation judiciaire sur la partie, avec le promoteur, donc c'est le mandataire judiciaire. L'objectif, c'est de rétrocéder au CIVOA à terme. Hein, de rétrocéder au CIVOA à l'entretien. Les berges de Saint-Louis. Voilà, sur la crèche, les petits bolides et l'escalier, monsieur Julier, vous avez du nouveau? Oui, il y a du nouveau. Donc l'escalier sera terminé normalement et posé la 3e semaine de juin. Donc on y arrive. Et j'ai demandé, les services ont demandé la disponibilité des services de sécurité incendie de manière à pouvoir faire la validation. C'est ma deuxième question. Voilà. Très bien. Merci de votre attention. On aura un dernier conseil le 7 juillet, je crois que c'est ça? Non, le 9 juillet. Voilà, tout le monde a l'air un peu... voilà, début du mois de juillet en tout cas. Merci de votre attention.